Aujourd'hui, on va découvrir Karim, co-créateur de la Paris Creator Week, de la Paris Blockchain Week et de Wharton. Très jeune, il devient complètement accro aux jeux vidéo et arrive même à un niveau semi-pro. Il a alors transféré tout ça dans ses études et venant d'un milieu plutôt modeste, il réussit à intégrer l'ESCP. Mais il refait 3 fois sa première année, quitte l'école sans finir son diplôme avec un prix de 30 000 € sur le dos. Il découvre ensuite la crypto et fait passer un portefeuille de 2 000 à 100 000 €. Bienvenue dans le 3e épisode du Prix du Rêve. Franchement, trop un plaisir de te recevoir. Le nom du podcast, c'est le Prix du Rêve. Beaucoup tourné sur les échecs, sur les galères et tout. Est-ce que genre t'aurais un première galère ou un premier échec ou un truc que t'as vécu, genre qui a été vraiment formateur après par la suite, genre? Alors, je ne sais pas si ça a été formateur, mais des trucs que j'ai ratés, il y en a plein. Et si on fait un peu par ordre chronologique, il y a probablement ma scolarité quand j'étais au collège. Genre il y a juste un moment où j'ai décroché, tu vois. Alors. Et ça m'a coûté des choses, donc je me suis rattrapé, etc. avec plein de choses. On va peut-être en parler, tu vois. Genre, mais oui, genre j'ai littéralement dès le collège, j'avais des très bonnes notes en primaire, des très bonnes notes au collège, et vers la fin de 4e, 3e, là décrochage complet, notamment parce que je jouais aux jeux vidéo, on en parlait tout à l'heure. Donc l'avantage, c'est que de pas aller en cours, ça m'a permis de passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo, et donc de devenir un peu fort et d'avoir une expérience où c'était trop cool, quoi. Genre, je vivais vraiment pour ça, tu vois. Genre, je jouais parfois 15 heures par jour, 20 heures par jour et tout. Je jouais avec des gars qui jouaient 20 heures par jour pour de vrai, des gens qui étaient aussi déscolarisés, mais c'était pas forcément la meilleure team. C'est pas des gens qui m'ont aidé à me remettre dans le droit chemin. Pardon. Paradoxalement, si, il y en a un notamment avec qui on avait la même situation. Lui, il avait quelques années de plus que moi, mais genre, tu vois, moi j'étais en 3e seconde, lui il avait genre 3-4 ans de plus que moi, et on était dans la même classe, quoi. Enfin, on n'habitait pas dans la même ville, tu vois, mais on était au même niveau. À cause de WoW, Ouais. À cause de trucs perso. Alors moi, c'était vraiment que WoW. Lui, je pense qu'il avait d'autres trucs perso et tout, qui faisaient que sa vie était pas joyeuse à l'époque. Mais du coup, effectivement, on se réfugiait dans WoW et c'était trop bien, tu vois. Genre les moments dans WoW, je les regrette pas du tout. Et donc voilà, donc effectivement on jouait beaucoup. On faisait du PVP, tu vois, c'est le truc pour lequel on vivait. Donc c'est la compétition, c'est jouer contre d'autres joueurs. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une équipe de 5, on faisait des arènes, ça s'appelle le format. C'est 5 personnes contre 5 personnes à WoW. On avait une compo qui était très très drôle à jouer. On va pas mettre de tunnels pour les gens qui connaissent pas, tu vois, genre. Mais c'était un truc très explosif où les games se faisaient en 1 minute, tu vois, genre. Ouais. Alors que normalement, ça peut mettre 6 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc. Tu vois. C'était un truc où on rentrait, soit on explosait tout, soit on avait perdu, tu vois. Alors, C'était un truc un peu spécial, et donc c'était très très drôle à jouer, tu vois. Genre c'était vraiment. Et donc t'avais énormément d'adrénaline, et c'était des trucs que je retrouvais pas évidemment à l'école. Tu vois, genre. Donc c'est de l'adrénaline, de l'enjeu, le fait d'être le meilleur ou presque à quelque chose. T'as une équipe de gens qui te soutiennent, qui sont avec toi, et qui jouent avec toi parce que c'est toi, tu vois, genre, et qui ont envie de jouer que avec toi. On rigolait. À chaque game, je me souviens, le leader, entre guillemets, le capitaine de l'équipe, à chaque game, on se posait à la fin, alors que c'est des trucs qui durent 1 minute, tu vois. Genre, donc on rentre, on expose tout, on sort. Après ça, on parlait parfois pendant 5, 15, 20, 30 minutes de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, tu vois. Genre. Et donc ça, c'est un truc que j'ai gardé après. Et c'est un truc que j'ai pas appris à l'école. Par exemple, il y avait pas ça à l'école. Enfin, il y avait un peu de façon légère et tout, mais en tout cas, moi, je l'ai pas. C'est pas un truc où je l'ai intégré à l'école, tu vois. Genre, mais c'est qu'en gros, on faisait quelque chose. Quand on gagnait, on le faisait, et quand on perdait, on le faisait. Tu vois. Donc, on se pose, on dit qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, tu vois. Et donc ça, c'était trop bien, tu vois. Ça m'a appris l'esprit d'équipe, tu vois, genre, moi j'avais un rôle très spécial, donc là on peut mettre un mini tunnel, mais donc en gros, pour ceux que ça intéresse, je jouais druide, et donc un druide, dans World of Warcraft, en PvP, c'est un mec qui soigne, c'est un mec qui bloque les autres, etc., tu vois. Et donc tu vois, contrairement à d'autres postes que tu peux avoir dans LoL et dans d'autres jeux, etc., où t'es là pour faire des dégâts, et donc tu joues un peu pour toi, tu vois, genre t'es un peu un peu content d'exploser les gens, tu vois, genre. Moi c'est l'inverse, tu vois, genre j'étais en train de sauver les gens, de bloquer les machins et tout. Et donc en gros c'est ça, c'est un des trucs où ça m'a appris l'esprit d'équipe parce que j'ai joué pendant je sais pas 2 ans ou 3 ans à ce rôle où tu dois penser à l'autre, quoi. Tu vois, genre tu dois penser au man que tu es en train de soutenir, au man que tu es en train d'aider dans cette compo spéciale qu'on avait, quoi. Tu vois, genre. Et donc ça pareil, je l'ai pas appris à l'école. Alors j'aurais pu si j'avais fait ou comme plein de gens, peut-être toi tu as fait du sport en équipe ou des sports co en école, etc. J'aurais pu si j'avais fait des sports co au collège ou au lycée. Mais j'en faisais pas. Mais par contre, j'avais ce truc-là, tu vois. Et donc, c'était trop bien. Mais donc, ça m'a coûté le choix de mon orientation. Puisque du coup, si tes notes, elles font comme ça et que tu passes à, je
sais pas, en gros, j'étais tout le temps à plus de 15, 16, 17 de moyenne, en fonction des matières. Et je passais à moins de 10, quoi, tu vois. Alors, c'est vraiment, les profs ne comprenaient pas, tu vois. Alors. Et je pense n'avaient pas les outils pour me gérer, tu vois. Et du coup, ce que ça m'a coûté, bah, c'est la liberté de choix, d'orientation. Parce que du coup, quand tu as des bonnes notes, on te demande ce que tu veux faire et tu postules. Quand tu n'as pas des bonnes notes, en fait, on te propose des choses. On te dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Donc, il y a un moment où j'avais failli postuler en BEP vente, quoi. Ok. Et j'aurais probablement kiffé, tu vois, genre, parce que je trouvais ça sympa, je trouvais ça marrant et tout. La vérité, c'est que ça ferme des portes quand même, tu vois, genre tu peux t'en sortir après, quand tu sors du parcours, quand tu arrives dans le monde pro, quand tu commences à jouer un peu avec tes propres armes. Mais tu vois, on va pas se mentir, il y a des filières qui ouvrent des portes, il y a des filières qui ferment des portes, tu vois, genre. Là, on est à 42. 42, c'est cool parce que n'importe qui, il me semble, peut un peu postuler, peut un peu venir. Ouais. 42, je pense que ça t'ouvre des portes, tu vois, genre, parce que même si c'est une école d'informatique, la vérité c'est qu'il y a plein de gens de 42 qui font autre chose que de l'informatique, tu vois. Toi, tu es en train de commencer un truc dans les médias, peut-être demain t'es producteur, tu vois, là. C'est vrai, et peut-être demain c'est fini les ordis, et c'est fini le code, et c'est fini tous ces trucs-là, tu vois. Donc 42, ça ouvre des portes. Les trucs qu'on me proposait à l'époque me fermaient des portes. Donc en gros, il y avait quand même des profs qui se sont battus, entre guillemets, pour moi, parce qu'ils se souvenaient du potentiel et des bonnes notes que j'avais, et qui m'ont dit, non, postule pas là-dedans, essaye quand même une seconde, au lycée, qui s'appelait à l'époque IGC. Et donc c'est comme ah putain, alors les noms ils ont changé de fou. STMG, enfin après voilà, ils ont encore changé. Donc maintenant ça s'appelle comment? Maintenant ça s'appelle STMG. Moi quand j'étais au lycée, en fait il y avait SESL, STMG, du coup c'était STMG. Maintenant avant c'était STG. Ok. Et la seconde qui te permettait d'aller en STG, c'était IGC. Ok. Voilà, où tu continuais de faire de l'écho, etc. Et c'était aussi un truc où, si t'explosais tout, tu pouvais repasser en ESS. Ce qui n'était pas mon cas, puisque je continuais de jouer à WoW. Voilà, et je continuais de jouer à WoW. Je séchais les cours pour jouer. J'allais pas encore pour jouer. Je me couchais à des 4 heures du matin en semaine d'école. Quand t'as 15 ans, c'est juste pas possible, tu vois, genre. C'est pas possible. Donc voilà, donc parfois je ratais le matin, j'allais l'après-midi, parfois je ratais la journée entière. Enfin voilà. Donc c'était pas ouf. Donc ça m'a coûté, je te dis, la liberté de choix. Le rattrapage, il se fait grâce à un mec avec qui je joue. Donc c'est comme ça que j'ai eu de la chance, on va dire, tu vois. Genre, mais c'est qu'effectivement, il y a un moment où je commence à me dire, ok, bon ben, WoW c'est fini. J'ai pas pu aller au tournoi international parce que j'étais mineur. La team de 5, du coup, elle s'est splittée. Notamment en partie à cause de ça. Okay, ouais. Parce qu'en gros, je leur avais pas dit que j'étais mineur. Tu sais, WoW, quand t'étais mineur, les gens ils te respectaient pas trop, tu vois. Genre, ouais. Et parce qu'il y avait beaucoup de gens majeurs, des gens qui avaient moi je jouais avec des gens qui avaient 30 ans, 25 ans, 20 ans et tout. Et effectivement, les gens mineurs, ils les respectaient pas trop. Et le problème, c'est quand t'arrives sur le chat et que tu parles, t'es grillé. Parce que parfois t'as pas mué, tu vois. Donc t'es un peu grillé. Il y a des mecs qui se faisaient passer pour des meufs, notamment. Ouais, de fou, parce que comme ils avaient une voix un peu fluette, ils se faisaient passer pour des meufs. Du coup, les mecs, ils les kiffaient de fou et tout. Ils étaient trop sympas avec eux. C'est un vrai délire. C'est un vrai délire. Mais bref, donc l'équipe se split. Donc je me dis, ok, bon, ben, je vais pas avoir de futur dans World of Warcraft. Donc peut-être au bout d'un moment, c'est cool de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ces réflexions, elles sont venues des heures et des heures que je passais avec mon pote à jouer. Donc l'équipe s'est séparée, mais je continuais de jouer. On jouait que tous les deux, on se marrait, quoi. Tu vois, on est joué chill, quoi. Et c'est lui qui me parle des parcours d'études, c'est lui qui me dit les gens qui bossent en salle de marché, ils ont fait telle école, les gens qui font du conseil, qui sont payés 3000 balles à 27 ans, ils ont fait telles écoles, pour faire les écoles, il faut faire les prépas ou la fac, le machin, etc. Et donc c'est comme ça que avec lui, ensemble, on se chauffe à choisir ce qu'on va faire. Et donc moi, à partir de ce moment-là, mon seul goal, mon seul but, c'est faire HEC. Ok. Voilà. Direct le top. Ouais. C'est faire HEC, je jouais à WoW, j'étais dans le top, tu vois, genre. Donc si je vais tryharder les études, je vais viser le top, tu vois. Ouais, genre t'as pu transvaser ça quand même. Voilà. Et donc voilà, donc je me dis je vais faire HEC. Pour faire HEC, comment est-ce que je fais Google? Puis-je faire HEC si j'ai fait STG? Donc il y a des mecs qui racontent les espèces de héros, de légendes qui sont arrivés à HEC malgré en bac STG. C'est vraiment comme ça qu'on les voyait. J'imagine qu'en plus à l'époque il devait pas y en avoir beaucoup.
Et donc je vois que pour faire HEC, il faut faire une prépa. Pour faire une prépa, il faut un bon dossier au lycée. Et donc là, c'est parti, je m'y remets. La vérité, c'est que j'avais des facilités à l'école. Et donc STG, c'était pas très très compliqué pour moi. Donc le simple fait de, venir en cours, déjà je gagne des points. Le simple fait d'écouter en cours, je gagne des points. Et le simple fait de faire les devoirs, en fait, tout simplement. Voilà, donc je monte, je suis dans les top 3 de la classe. Ça me fait un très très bon dossier. Quelques matières où j'ai des notes de fou, genre des 20, 19 de moyenne et tout machin. Donc ça fait un dossier solide. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que dans mon dossier que j'envoie pour la prépa, les profs, la prépa demandait un mot de tous tes profs. Ouais. Tous tes profs de... Ah, toi, vous aussi? Ouais, tous tes profs. Voilà. Et ben, du coup, je suis allé voir tous mes profs pour leur demander, ils m'ont mis un mot, des mots de fou malade. Ouais. Tu vois, genre, des gens, je leur avais pas parlé de l'année. Ils m'ont mis des trucs de fou. Karim est la locomotive de la classe et tout, machin. Et donc, ce qui était faux. Mais donc, ce qui était beau, par contre, c'est que juste les profs, ils se sont dit, OK, j'ai un élève dans ma classe qui est ambitieux en termes d'études. Alors, il y avait plein de gens qui étaient ambitieux, tu vois, genre en termes de parcours et de choses qu'ils voulaient faire. Mais en termes d'études, ça restait quand même assez basique, en mode je fais le bac et ensuite, bon, soit je vais travailler, soit je fais un truc court pour partir vite dans le monde professionnel. Et ce qui est très bien aussi, tu vois. Genre. Mais là, ils se sont dit, OK, on a un gars qui vise vraiment un truc un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ils ont vraiment bourriné les mots et tout. Et donc, ça m'a aidé. Ensuite, j'ai fait une lettre de motif, etc. Et j'ai été pris. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que ça va être une discussion un peu spéciale par rapport au thème de votre podcast. C'est que donc il y a des échecs où j'ai rien appris d'eux. Okay, ouais. Il y a des échecs qui m'ont aidé, en fait, tu vois, genre qui se sont retournés en un truc qui a changé ma vie. Et donc là, par exemple, le fait d'être quasiment déscolarisé, parce que j'allais en cours quand même, j'étais presque déscolarisé, de faire chuter mes notes pour tryharder World of Warcraft, en fait, ça m'a juste fait rencontrer le gars qui m'a aidé plus que tous les gens de ma classe et plus que mes profs, en fait. Tu vois, c'est ouf. C'est fou de se dire dans un truc genre qui paraît aussi mauvais de l'extérieur. Parce que moi, je suis un parent. Il y a mon fils, le poteau, il va jamais en cours d'esco et tout. En fait, tu peux pas dire que, en fait, tu peux en choper du bon. Et en fait, tu peux choper du bon. Les parents parents, je pense, ne peuvent pas comprendre ça. Ouais, bah ouais, normal. Voilà, je pense que tu vois juste ton fils qui va pas à l'école, ça marche pas, tu vois. Mais donc ouais, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de certaines activités. L'idéal, c'est quand même de trouver un certain équilibre. Ouais. J'ai vraiment bourriné, tu vois. Genre, est-ce que j'étais obligé de bourriner autant? Je m'en serais sorti, mais en vrai, je voulais juste être le meilleur à ce que je faisais, quoi. Et donc ça, pour le coup, ça m'a donné beaucoup d'estime de moi-même. Parce que du coup, j'étais bon. Très utile, exactement. D'estime de moi-même, de confiance en moi. Parce que du coup, j'avais un truc où je savais que j'étais un des meilleurs, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, tu t'es dit, ouais, moi, genre, je me la donne. Après, je suis vraiment un mec, je deviens un mec hyper chaud et tout. En fait, quand t'arrives en prépa, à ce moment-là, je pense que tu te dis que c'est carrément faisable, en fait. Genre, tu te dis, je l'ai fait sur WoW. Exactement. C'est des livres et tout, je vais juste refaire la même chose, quoi. Le premier jour où j'arrive, je me dis, je vais tout baiser. je me renseigne sur les perfs de la prépa. Donc c'est la prépa. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle ECT, donc c'est la prépa pour les STG, tu vois, donc t'as ECE, CS, ECT. Nous, c'est ECT. Donc je me renseigne sur les perfs historiques de cette prépa et je vois que donc les S, évidemment, ils doivent en mettre n'importe quoi, 30% de la classe vont HEC, parce que c'était une très bonne prépa, d'ailleurs, c'est une prépa Versailles qui s'appelle Notre-Dame du Grand Champ. Et donc les S, ils en mettaient beaucoup à HEC, les échos, ils en mettaient pas mal à HEC. Et je vois, j'apprends quand même que les technos, ils en mettent quelques-uns. Genre parfois un, parfois deux, souvent un, mais c'est déjà pas mal, tu vois, genre sur une classe de 20, c'est bien, tu vois, là. Et je me dis, c'est moi. Je voyais pas d'autres scénarios. Voilà, l'enfant de la prophétie, puisque j'avais personne qui était à mon niveau en cours quand je jouais, plus j'avais ce délire de jeux vidéo où je savais que quand je me mettais un truc, je pouvais être fort et tout. Et donc je me dis, ça va être moi, tu vois, genre, il n'y a pas de... Et là, pour le coup, c'est la vraie désillusion, mais je pense que c'est comme tout le monde en prépa. Je pense que c'est peut-être même plus fort, toi, t'as fait MPSI et tout, c'est même peut-être plus violent, tu vois, genre. Mais en gros, moi, j'arrive... Dans ma classe, il y a évidemment des gens qui sont déjà meilleurs que moi, tu vois, genre, au départ. Tu vois, genre. Mais l'avantage, c'est que, et là les profs nous le disaient souvent, c'est que la prépa, en vrai, tu commences quelque part, ce sera pas forcément ton niveau de fin, tu peux commencer là et finir en bas, commencer là et finir en bas. Il y a des surprises tous les gens, le seul truc qui compte, c'est le travail. Et là, écoute, je m'y mets pas à fond, quoi. En fait, je m'y mets parce que je suis motivé, donc j'ai envie et tout. Mais je découvre un nouvel environnement. Je débarque de Narbonne, lycée public, à prépa privée Cato à Versailles. Versailles, c'est un environnement particulier. C'est des gens très très cool et très très bien, tu vois. Mais c'est vraiment pas le monde duquel je viens, tu vois. Et donc voilà, donc je me fais plein de nouveaux copains, des gens comme moi.
qui eux-mêmes se sentaient un peu différents, entre guillemets, quand ils étaient au lycée, parce que c'était parfois les seuls à postuler pour des prépas. Donc en fait, on se retrouve dans un groupe de gens un peu similaires, donc ça c'est cool. En revanche, les S et les ES, ils se connaissent d'avant. Pour eux, c'est normal de faire ça. Nous, c'est pas normal, tu vois. C'est clair. Et bref, donc je m'y mets quand même, je travaille, mais vraiment pas assez, quoi. C'est-à-dire que je travaille un peu comme ce que je faisais au lycée, c'est-à-dire que j'écoute en cours, je prends bien des notes, mais je révise pas spécialement. Je fais comment ça s'appelle, les cols, tu sais, genre où tu fais les oraux après la prépa et après les cours. Je fais les oraux et tout machin, j'essaie de préparer, j'essaie de bosser un peu de temps en temps par-ci par-là, mais juste c'est pas du tout assez, quoi. Et je fais ça quand même pendant 1 an, quoi. Ok, ouais. En me disant que ça va aller, ça va venir, puisque en fait moi j'ai un autre truc aussi, c'est que je fais beaucoup confiance aux gens, et donc quand les profs me disent vous inquiétez pas si vous avez des mauvaises notes, ça va venir. Puis je me dis, bah tranquille, ça va venir, tu vois. Ça va venir tout seul. Ouais, j'attends, tu vois, genre, je travaille, mais je fais un peu. Je fais un peu quand même, tu vois, genre, pour moi c'est beaucoup, mais je fais un peu, tu vois, je fais des trucs. Parfois je vais à l'étude jusqu'à 20h, dinguerie. Okay. 18 ans, je suis en train d'étudier, de faire des exos de maths à 20h, tu vois, je me dis, c'est avec ça que je vais percer, tu vois. C'est important, c'est HEC ça. Exactement, mais pas du tout. Donc ça n'a pas marché comme ça. Donc voilà, j'ai bossé, pas assez, mais pendant 1 an, à la fin de la première année, on était plus de 40, je crois, dans la classe en première année. On se retrouve 25, je crois, entre 20 et 25. Donc ils virent la moitié. Le directeur de la prépa nous appelle les survivants. ça fait plaisir. Franchement, quand il y en a 50% qui partent, ça fait sens. Hein. C'est dur, ouais. Donc on était un peu les survivants de la prépa. Et en gros, j'apprends que j'aurais pu faire partie des gens qui étaient TEJ, mais ils m'ont gardé, écoute, je ne sais pas pour quelle raison. Ce qui se passe, c'est que là, je change d'appart, je passe d'une chambre chez l'habitant à une autre chambre chez l'habitant, un étage où il y a 3 chambres, dans une maison versaillaise avec une famille qui vit dedans, et dans l'autre chambre, dans la chambre en face, il y a mon pote qui, lui, était en prépa ECE. Tu vois, alors. Et donc lui, il a vécu à peu près la même expérience, c'est-à-dire qu'il a essayé, mais ça paye pas. Il a 0 décollé, il est resté un peu bas niveau et tout. Donc là, on se retrouve dans le même truc. Et en fait, là, il se passe un truc, petit à petit, c'est qu'en fait, on commence à se chauffer l'un l'autre, alors qu'on est dans des classes différentes et tout, mais à bosser ensemble, tu vois. Et là, le tryhardage de WoW revient, je me motive, je suis dedans, genre j'ai envie. Je me dis il me reste que 1 an. En fait, il reste même pas 1 an si tu réfléchis, parce qu'en fait, t'arrives en septembre, les concours, c'est quoi? C'est en mars. En avril, je crois. Avril, voilà. Tu vois là. Et en avril, donc ça veut dire qu'en mars, ton niveau, il va pas bouger. Ouais, c'est un peu tard. En février, il peut bouger un petit peu. Ouais. En janvier, un peu plus. Et donc, globalement, en fait, tu dois bourriner de septembre à janvier, en fait. Tu vois, donc, pour arriver à un niveau qui sera probablement celui que tu vas avoir au concours, c'est un délire de janvier, février. Alors, il faut se donner jusqu'au bout, tu vois, genre, mais malheureusement, c'est pas en mars que tu vas faire des grands changements, tu vois. Et c'est ça qui se passe, en fait. Et donc, de septembre à janvier, février, mars, bourrinage, je me fais un plan sur une feuille tu sais, les feuilles je les ai pas revues depuis 10 ans, enfin même plus, depuis 20 ans, 15 ans. Tu sais, les feuilles avec des lignes, là. Comment on appelle ça? Et les fiches Bristol? Bah non, mais juste les feuilles de cours, quoi. Tu sais, les feuilles. Oui, les feuilles A4. Avec des petites lignes, genre, dessus, là. Ok. Genre, moi, j'en ai pas jamais revu, tu vois, des feuilles comme ça. Des feuilles doubles, genre. Ouais, ça, là, les copies doubles. Ouais, les copies doubles, genre, okay. Moi, maintenant, j'écris sur du papier d'imprimante. C'est ce que je veux dire. J'ai jamais revu des feuilles avec des lignes, tu vois, là. Bref, donc, je me fais une feuille comme ça. Je fais des traits et je me fais un programme de semaine où je me dis, je commence le matin, il faut travailler avant les cours. Donc, les cours, ça commence à 8h. Donc, je fais 7h, 8h, je bosse. De midi à 13h ou de midi à 13h30, je bosse. Et l'après-midi, je bosse jusqu'à la fin, genre jusqu'à 23h, tu vois. Donc, c'est un rythme qui se met en place petit à petit. Avec mon pote, on se tire la bourre le matin à savoir qui va se lever le plus tôt. Ça aide. Et le soir, on est un peu chill de chacun de notre côté. Mais donc, en gros, ce qui se passe, c'est que petit à petit, sur on va dire peut-être entre 3 et 6 semaines, un truc comme ça, tu vois, je me mets dans ce rythme-là que j'ai créé. Et le rythme final, il est vénère, il n'a pas duré très long, ça a duré quelques mois, mais il est vraiment vénère. C'était, je crois que je me levais parce que j'arrivais à l'école à 7h. Donc en gros, je crois que je me levais à 6h30 et je finissais à 23h30. Okay. Je me couchais à 23h30, tu vois. Okay. Et je me souviens que le dernier truc que je faisais, donc le matin, je partais, je faisais en techno, on a du droit. Donc en gros, de 7h à 8h, dans la salle de cours, avant que tout le monde arrive, je faisais du droit. Et ensuite, le soir, le dernier truc que je faisais, c'était 23h, 23h30, je lisais de l'écho. La prof nous avait dit, livre d'écho, faut les lire, quoi, tu vois, alors. Donc, on avait un livre, donc je lisais 30 minutes de livre d'écho, et je tombais comme une mascotte, tu vois, alors. Et c'est ça qui m'a fait passer d'un niveau moyen à un niveau admissible HEC, quoi. Non, t'as été admissible, du coup, à HEC? Putain, fort. J'avais les notes pour passer les oraux HEC, pour passer les oraux ESSEC, les oraux ESCP. Putain, ça d'être l'enfant de la prophétie, du coup, pour le coup.
Ouais, mais il y en a, et donc dans ma promo, il y a eu un HEC, il y a eu un ESSEC et un ESCP. Ok, et ECP, c'était toi, C'était du coup. Bibi, ouais. Ok, putain, exceptionnel. Ouais. Parce que. Et tu vois, ça part de loin, quoi. Ouais. Genre vraiment, ça part de loin. Si j'ai pas mon pote de coloc là, je sais pas si je me mets dedans en fait, tu vois. Genre. Donc c'est lui qui a tout débloqué et qui fait que je me mets dans un mood. Ça plus le background de jeux vidéo où je me dis putain je l'ai fait, je peux le refaire en fait. Tu vois, je suis capable de le refaire, tu vois. Genre. Et c'est ça qui fait que ça débloque quoi. Mais, c'est un peu de chance. mais tu sais, vu que tu viens d'un milieu genre où tu sais, la prépa, c'était pas spécialement. En fait, c'est très hétérogène. Genre, il y a des gens, ils connaissent la prépa depuis qu'ils sont tout petits, ils sont conditionnés, matrixés pour ça. Depuis, le frérot, il a 10 ans, il connaît déjà le prénom polytechnique et tout. Rapidement, je te coupe, pardon, mais en prépa à Grand-Champ, il y a une journée porte ouverte tous les ans. Et donc, il y a les familles locales ou d'ailleurs qui viennent rencontrer, découvrir Grand-Champ. Il y a notre prof de culture G, elle tient une espèce de petite permanence. Elle parle comme ça, elle est toute gentille et tout. Elle a une petite table où elle reçoit des parents d'élèves. Il y a une mère qui arrive de Versailles et elle demande qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant ait les meilleures chances de rentrer à Versailles, que ce soit au lycée ou en prépa. La prof lui demande quel âge il a votre enfant, et la meuf lui dit il est en CP. Non. Oui. Ah, c'est pas possible. Si. Et du coup, elle lui a dit, bah écoutez, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est un enfant, il faut le laisser être un enfant. mais elle lui a quand même dit, des trucs. Elle lui a dit, bah le seul truc que vous pouvez faire, c'est l'accompagner s'il a des difficultés au CP. Non, mais tu vois, on sait jamais. Tu vois, ouais, voilà, gentil, l'aimer. Mais non, mais tu vois, c'est l'accompagner s'il a des difficultés entre maintenant et la fin du collège. Et l'autre truc que vous pouvez faire, c'est le sortir et lui faire des activités culturelles. Et donc, en gros, bah là, c'est peut-être, du coup, c'était il y a 15 ans. Ben, c'est peut-être un enfant qui, du coup, sa mère l'a amené au musée toutes les semaines, au théâtre, à l'opéra, au ciné, voyager, voir des lieux, je sais pas, aller à Strasbourg, voir les cathédrales, des conneries comme ça, tu vois, genre. Ce qu'un autre enfant aurait pas forcément, quoi, tu vois, genre. Donc il y a des parents qui sont quand même matrixés par ça, quoi. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ah, c'est ouf. Ouais. Mais peut-être t'aurais pu créer genre un petit business de... Genre tu les prépares à la prépa via WoW. Genre, Oui. Parce que pendant que le frérot était au musée, tout ça, toi, ça montait druide, le mec, je sais pas combien. C'est technique parce que, genre, donc ça, moi, j'ai toujours vu ça comme une force. Ouais. J'en parlais parfois aux gens, alors personne ne me respectait parce que personne ne jouait aux jeux vidéo, tu vois, genre. Mais les quelques-uns qui connaissaient, ils étaient là, putain, trop cool et tout, tu vois, genre. Et donc, moi, je vois ça comme mon truc unique qui fait de moi qui je suis, tu vois, genre. Je suis un gars qui a été très, très fort en jeux vidéo, qui arrive en prépa, tu vois, genre. Et donc, quand on fait les oraux blancs, en préparation, tous les profs ils te disent genre trouvez ce qui vous rend unique, tu vois. Genre, alors on est à Versailles, donc il y a un certain type d'élèves quand même, et donc les profs leur parlent surtout à eux. Parce qu'en fait ils savent que ils leur disent arrêtez de parler de scoutisme, arrêtez de parler de voile. Non mais c'est vrai, il y en a quand même beaucoup qui font ça, tu vois, genre. Donc ils leur disent voilà, essayez de trouver un truc qui est un peu unique chez vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais essayez de trouver un truc, que ce soit une passion, comme il y a des gens qui s'inventent des passions. Je sais pas si vous avez des potes qui ont essayé ça. Donc il y a un mec qui a dit moi ma passion c'est la culture celte. Il est tombé sur une espèce de gars qui avait écrit sur la culture celte, il lui a posé 2 questions, le mec il a bégayé et fini, tu vois. Mais donc en euro blanc, donc ils disent voilà, essayez de trouver ce qui vous rend unique, tu vois. Alors. Parce que croyez pas que vous êtes unique. Encore une fois, il parlait plutôt aux Versaillais où c'est quand même un peu un sujet, où il leur disait voilà, croyez pas que vous êtes unique en euros, on voit quand même souvent les mêmes trucs, les mêmes destinations de vacances, les mêmes hobbies, les mêmes machins, essayez de trouver un truc unique. Donc moi j'étais là, all good, genre je suis le seul de toute la prépa à avoir été dans les meilleurs d'Europe à quelque chose, tu vois. C'est clair. Non, donc le quelque chose, on peut en discuter, le juger, mais j'étais peut-être un des seuls, tu vois. Ça joue. Tu vois. Donc j'arrive à l'oral et ils me disent bah voilà. Pardon. Je sais plus quelle est la question, mais c'est peut-être pourquoi on devrait vous prendre vous? Est-ce que vous avez des passions? Je sais plus ce que c'est la question. Mais en tout cas, je me lance dans mon pitch de WoW et je leur explique tout ce que j'avais fait à l'époque. Et ils me disent, ils commencent à me poser des questions hardcore, genre ah oui, mais vous avez pas peur que ça vous désocialise les jeux vidéo? Les jeux vidéo, est-ce que ça rend pas violent? Normal, c'était à l'époque. Des folies comme ça. Hein. Et donc je sors du truc et je suis détruit en fait, parce que je me dis ma seule arme que je voulais utiliser, en fait. j'en ai pas. Parce que à part ça, j'avais pas spécialement de passion, et c'est ok de pas avoir de passion. Il y a plein de gens qui ont pas de passion, tu vois. J'avais pas spécialement de passion, j'avais pas spécialement de dessus. J'aime regarder des films. Qu'est-ce que tu dis? J'aime regarder les films. Enfin, tu vois, genre il y a rien de spécial, tu vois. Genre. Donc du coup, j'ai créé un personnage qui était un faux personnage. Dommage, ça. C'est pas ouf, mais je vais te raconter après pour les euros. Mais donc tu vois, ce truc qui était censé me rendre unique, du coup en fait ils m'ont dit de pas l'utiliser.
tu vois. Et donc ils m'ont dit, Franchement nul quand même, c'est franchement, dommage. n'en parle pas. Ils m'ont dit, je sais pas si tu dois en parler, Parce qu'en c'est plus, pas très bien vachement vu. technique, enfin, parce que tu sais, je pense que tu devais analyser des stats, des trucs, des Ouais. machins. Il y avait ce truc T'analyser tes d'esprit games. d'équipe, il y avait ce truc de se remettre en question, il y avait l'intensité, enfin, il y avait vraiment plein de trucs, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage. Si demain je reçois quelqu'un qui postule pour un job dans ma boîte et que je vois sur son CV Master League of Legends ou Ok. je connais pas les nouveaux trucs, tu vois, les nouveaux rangs, mais je sais pas, il me dit top 100 France de Valorant ou je sais pas quoi, Ok. je le prends tout de suite. Ok, donc je vais il- même pas regarder son parcours. Ok, donc là, si quelqu'un il écoute ça, il sait ce qu'il doit faire en fait, s'il Ouais. veut bosser pour toi. Bah ouais. Pour moi, alors moi je sais pas si moi c'est intéressant, mais en tout cas il y a plein de boîtes, mettez-le en valeur quoi, parce qu'en fait Ouais, ouais. les gens que ça va faire chier, vous allez pas avoir envie de bosser avec eux. Adios, bye bye. Exactement, voilà. Par contre les gens que ça va intéresser, ils vont tout de suite le voir quoi. Tu vois, alors, ça c'est un vrai truc. Tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, mais toi, t'as pas eu le syndrome de l'imposteur? Parce que je sais que c'est un truc, c'est un mot que j'entends souvent, Ouais. c'est ce truc de syndrome de l'imposteur. Je vais pas Tu être pas trop très et tout. intéressant là-dessus parce que genre non, je comprends que des gens puissent le penser, mais en fait le truc c'est que comme j'avais beaucoup confiance en moi primaire collège parce que j'étais dans les premiers de la classe en faisant pas grand-chose. Et qu'ensuite j'étais très très fort à WoW dans un truc un peu niche et tout machin, mais où tu vois on était quand même encore une fois top 3 sur je sais pas 10 000 équipes ou un truc comme ça. Et j'ai souvent eu ou beaucoup eu confiance en moi, tu vois. Et donc en gros non, j'ai rarement le syndrome de l'imposteur. Moi c'est l'inverse, je sais pas si ça existe l'inverse, mais c'est vraiment le syndrome du gars qui connaît rien et qui pense pouvoir tout maîtriser en 2 heures. Genre, j'ai un peu ce syndrome là. On en parle pas, il y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour ça. C'est Faudrait, le syndrome du mec qui se prend pour un ouf. Tu vois, on va l'appeler comme ça. C'est le syndrome du mec qui se prend pour un ouf. C'est effectivement, je me dis, si je dois apprendre à coder, dans moi une semaine, je reviens, je te fais des apps, tu vois. Ce qui est faux, évidemment, tu vois. Genre. Mais du coup, ça m'aide quand même en fait à commencer les trucs. Ouais, en fait, mieux vaut être dans ce sens-là, je pense quand même. Ouais. Quitte à en prendre un des deux. Ouais, Quitte à être voilà. les extrêmes sont jamais bons, tout ça, Non, mais non. quitte à avoir de rapprocher plus de un, je pense que mieux vaut celui-là C'est quand mieux même. d'avoir une confiance en soi un peu malsaine. Tu vois. Je pense que c'est un peu mieux, tu vois. Alors. Mais donc ça, pour le coup, ça m'aide à commencer les trucs, tu vois. Alors. Parce que pour le coup, moi, je me souviens qu'au lycée, il y avait des gens de ma classe, il y avait même quelqu'un qui avait des meilleures notes que moi, tu vois. Peut-être pas en tout, mais je crois qu'il y avait une meilleure moyenne générale que moi, tu vois. Et cette personne, quand je lui disais, moi, je vais postuler en prépa, ça te chauffe pas et tout, machin, pour faire les trucs et tout. Ouais, les écoles, elle dit, non, je sais pas, peut-être ça coûte cher, peut-être, je sais pas si peut-être je vais rater et tout, tu vois. Alors moi, c'est l'inverse. Ok, Je me ouais. suis dit, l'argent, je vais le trouver, je sais pas comment, mais je vais le trouver. Et 2, alors après, il y a les banques, donc c'était facile au final, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, l'argent, c'est pas un problème, je vais trouver. Et 2, c'est sûr que si je suis pris, je vais avoir HEC, tu vois. Donc en fait, moi, J'étais pas je très sais que loin. je suis rentable. Voilà, exactement. Je sais que je suis J'étais pas rentable très loin au d'avance. final, tu vois, genre, mais encore une fois, genre, voilà, j'ai eu l'inverse du syndrome de l'imposteur, tu vois. C'est hyper intéressant. Tu sais, ce truc en fait, ça se joue vraiment là-dedans à la base, quoi. Parce que le poteau, là, qui avait une meilleure moyenne générale que toi, il l'a pas tenté, j'imagine. Il a pas tenté, je crois, j'imagine, la Non, prépa. il a fait autre chose et il aime bien. Je crois que maintenant, il est éducateur spécialisé. Ouais. Et donc, il a tenté un truc en informatique qui lui avait pas plu. Et donc après, il a tenté un truc qui lui a plu. Et donc, je crois que il me semble qu'il fait toujours ça. Donc, c'est éducateur spécialisé. Tu vois. Ouais, mais du coup, moi, en fait, ce que je trouve un peu dommage dans cette Je suis un histoire-là, peu d'accord. c'est qu'en fait, en fait, tu peux rencontrer des gens qui sont brillants de ouf Ouais. dans certains domaines et tout, mais en fait, ils ont pas, ils ont pas, genre, c'est pas ouvert là-dedans. En fait, au lieu de trouver des solutions, ça va trouver beaucoup de problèmes. Ouais. Et il y a ça, et il y a ça, non Ouais. mais il y a ci, et mais il y a ci, et mais il y a ci, et mais il y a ça, non mais je peux pas, mes trucs, mes machins. Et tu dis, putain, c'est dommage, tu vois, genre, C'est un vrai moi je truc, sais ça. que t'es tellement, genre moi je sais qu'il y a t'es trop chaud, je pourrais faire des trucs de ouf, mais en fait ça vient d'abord d'avoir envie de faire des trucs de ouf, quoi. Exactement. En fait, c'est de dire un truc, c'est qu'il y a ça c'est réel, hein, ça va faire un peu clip TikTok de FDP et tout, mais genre, mais c'est un peu un vrai truc. Il y a des gens quand on leur présente quelque chose à faire, il y a des gens qui cherchent pourquoi ça marche pas, et des gens qui cherchent comment ça marche. Et c'est réel, hein, c'est-à-dire que moi j'en ai aujourd'hui encore, j'en ai dans les gens que j'ai recrutés, dans mes associés, dans les gens que j'ai côtoient, les clients, tout, tu vois. Genre. Il y a des gens qui cherchent pourquoi ça marche pas, et des gens qui cherchent comment ça marche, tu vois. Genre. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche. Et donc moi je suis évidemment comment est-ce qu'on fait pour que ça marche, mais dans tout, tu vois, genre vraiment dans tout et n'importe quoi. Après, tu vois, je suis arrivé en école, je voulais être trader, tu vois. Le problème, c'est que, on va peut-être en reparler, mais comme j'ai redoublé 2 fois le prémaster et que j'ai fait 3 prémasters, j'ai pas pu avoir le parcours classique Ouais. qui est stage de césure, faire les springs, les summers et tout, tu vois. Alors, ça marchait pas dans mon agenda à moi, tu vois. C'est pas possible. Mais j'ai quand même cherché, tu vois. Alors, et au final, j'ai trouvé une alternance
sur un desk de trading en salle de marché, tu vois. Donc, tu vois, d'autres auraient peut-être changé de truc en se disant, bah, c'est mort, si je peux pas faire les semaines, je peux pas faire le truc. La vérité, c'est qu'il y a toujours une espèce de... En plus, les process actuellement, notamment, sont un peu en train de changer sur les écoles cibles, les machins, etc. Donc, en vrai, si tu te casses un peu la tête, en fait, tu trouves le truc. Mais tu sais, c'est vraiment ouf parce que mon pote, c'est vraiment genre un gars vraiment que j'admire de ouf parce qu'il fait plein de trucs, il tente toujours plein de trucs et tout. Et genre, tu sais, lui aussi, il veut pas taffer pour quelqu'un et tout. Il veut pas taffer pour quelqu'un, il veut faire son propre truc et tout. Et en fait, genre, moi, j'avais un peu perdu espoir sur certains trucs et tout. Et lui, à chaque fois, il me montrait un peu la voie et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, genre, mais ça vient d'où ça et tout? Et il me dit, en fait, simple, genre, il y a un problème. On cherche la solution d'abord, genre. Ouais. Genre, en fait, c'est vraiment. Et c'est fou parce que les phrases les plus simples, phrases de nul, vraiment, elles sont bateau de fou. C'est genre, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas besoin de trauma, de machin. Il n'y a pas de dissertation, de 20 pages et tout. En vrai, voilà, faut essayer de trouver des solutions, faut essayer de se dire c'est possible et essayer d'y aller, genre. Et quand tu fais ça, ça joue vraiment déjà beaucoup, genre. Ouais. N'importe qui tu vois, qui lance un projet, il essaie de résoudre un problème, tu vois, genre. Donc si tu veux, je sais pas, organiser un meet-up avec 50 personnes et que tu connais personne, bah, le problème c'est comment est-ce que je fais pour que 50 personnes aient confiance en moi pour venir dans un lieu que je ne connais pas, voilà. Donc tu vois, tu prends les trucs, tu le divises en trois. Voilà. Donc il te faut une salle, il faut que les gens aient confiance en toi, il faut probablement qu'il y ait 2-3 personnes clés qui eux-mêmes font venir d'autres gens, tu vois, genre. Et donc voilà, tu sous-divises un peu le truc et t'avances doucement, quoi. Ouais. Mais du coup, genre, tu sais, dans la chronologie, genre, t'as fait ta prépa, bravo, SCP, la classe, à ça de l'enfant de la prophétie HEC. du coup, tu rentres à l'ESCP, t'as fait un prêt. Ouais, moi j'avais déjà un prêt en prépa. Ah ouais, mais donc il n'y a pas une pression de se dire, putain, bah là, j'ai emprunté je sais pas combien d'euros, va vraiment falloir rendre ça, en fait, genre. Donc ça, c'est l'autre sujet, qui est que je stresse pas. Je stresse sur rien et pas grand-chose. Ah ouais, ça, c'est vraiment un vrai skill, en fait. C'est peut-être une chance, mais donc effectivement, genre la première année d'école, c'était... La première année d'école, c'était Disneyland, quoi. Okay. En plus, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'avais fait un prêt pour la première année. Donc j'avais un prêt de prépa. Et c'est des prix que tu commences à payer que quand tu es diplômé, d'accord? Donc tu as du temps. Tu te dis, il y a tellement de temps, en fait. J'ai le temps, ouais, voilà, rien que ça. Et c'est dans 6 ans et tout. Dans 6 ans, je vais être chez McKinsey, je vais être payé 100K et tout, t'inquiète même pas, tu vois. Mais donc, non, mais tu vois, j'ai vraiment le temps, tu vois. Donc j'avais mon prêt de prépa. Ensuite, j'arrive en école, je fais un prêt pour loyer, frais de scolarité et tout. J'arrive et le SCP, ils me disent, bah, en fait, toi, t'as un échelon tellement une dinguerie dans les échelons là, de boursiers qu'en fait, on va t'offrir la première année. Ça fait plaisir. Ah oui, sauf que c'est du coup, je me la retrouve... première année? À l'époque, c'était 8 000 euros. Ok. Ou 9 000. Ok, ouais, ça a monté depuis, mais... Ouais, c'est 15 000, non, maintenant. C'est pas le double, c'est presque le double. C'est vraiment un beau billet. J'ai un pote à l'ESCP, c'est un beau billet quand même, hein, on va pas se mentir. Donc à l'époque, c'était entre 8 et 9 000 euros. Je crois que c'était 8 800 euros. Voilà. Ok. Et donc moi, le truc, donc trop cool, sauf que je me retrouve du coup à Disneyland, enfin le SCP quoi, avec 10 000 euros d'argent de poche sur un compte quoi. Puisque c'était les frais de scolarité, bah, pour moi, tu vois, genre, c'était vraiment ça. J'ai les frais de scolarité que j'étais censé payer, bah, en fait, ils sont à moi, sur mon compte, et j'ai la bourse. Donc, je me retrouve pas trop mal, tu vois, genre, j'ai pas besoin de travailler, en fait, contrairement à d'autres, qui sont d'ailleurs dans la même situation que moi, parfois. Moi, je me retrouve dans un truc où, en fait, j'ai pas spécialement besoin de travailler, plus ma mère qui m'aidait un peu de temps en temps et tout. Donc en fait, je te dis, c'était de l'année 1, c'était Disneyland, quoi. Vraiment, tu découvres, là, t'es même plus en prépa avec plein de gens qui sont en train de travailler, de charbonner et tout machin. Tu te retrouves avec que des gens qui ont envie de rigoler, qui viennent de partout en France, des gens qui viennent de techno, donc cool de créer le lien et tout machin. Et puis d'autres gens. Le truc des prépas est un peu effacé. En prépa, enfin des filières est un peu effacée. En prépa, on le sentait quand même qu'on n'était pas dans la même filière que les autres. Ouais, ça se mélangeait pas trop. Moi, j'avais des potes un peu dans les autres, mais globalement, ça se mélangeait pas trop. En école, c'est bon, ça commence à se mélanger dans tous les sens et tout. D'ailleurs, les gens te demandent même pas parfois et tout, tu vois. Et donc là, c'est cool. Et donc là, oui, c'est le sbeul international, tu vois. Genre, t'arrives, truc de BDE, de soirée, de machin. Tout le monde. Donc, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit que moi, je fais très confiance aux gens, tu vois. Donc, les profs qui me disaient, travaille, ça va venir. Donc après, j'ai capté qu'il fallait travailler, tu vois. Genre, mais bon, je leur ai fait vraiment confiance longtemps, tu vois. À l'ESCP, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les deuxième années, les gens des assos, etc., qui disent, il n'y a plus besoin de travailler. Ça,
c'est ça qui m'a envoyé dedans en fait. Tu vois, Ouais, genre, ouais. c'est-à-dire que tous les gens qui T'as dit passent ok? me disent, il n'y a pas besoin. Tu sais, mais ça allait très loin parce qu'ils disent, Ouais, ouais. un, il n'y a pas besoin de travailler. Deux, ça va, tu regardes la veille et tout, ah, c'est bon, tu vois, tu vas valider. Et deux, ils me disent, et au pire, tu vas en rattrapage, c'est facile et Ah tout. ouais. Et au pire, vous avez eu cette phrase ou pas? Tous négo. Ah ouais? Tous négocient. Ouais, tout le monde me disait ça. Au pire, tu négo. Ah, Je lui exceptionnel. dis, ah ouais, genre j'arrive et je lui dis, s'il te plaît. Mais- Et il va me dire oui et tout, mais- il va me faire passer. Tout le monde me disait ça. Mais du coup, toi, déjà, tu stresses pas. Non. Plus ensuite, tu crois tu crois ce truc de t'inquiète pas bosser. Plus t'as grave confiance que dans tous les cas, ça va. Oui. Ça a dû donner un de ces C'est cocktails. tous les ingrédients pour. Ah ouais, pour que ça explose. Genre, Ouais. le navire a explosé. Mais pour le coup, j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. Ah ouais, Genre, bah, c'était franchement, trop bien. C'était trop Bon bien. souvenir. Ouais, très très bon souvenir. Moi, encore une fois, je regrette rien, tu vois. Mais très bon souvenir. Donc j'ai fait une asso. C'était une asso, ça s'appelle la junior entreprise. Nous, à l'époque, à la junior entreprise, à l'ESCP, il fallait faire une campagne pour être élu. Donc ça veut dire qu'il faut littéralement organiser des soirées, faire des trucs marrants et tout, avec un groupe de potes et tout. Incroyable. Sympa. Plus les soirées de Sympa. BDE, plus les soirées d'étudiants, plus la vie globale d'étudiants à Paris. Tu vois, alors moi, je débarque à Paris d'ailleurs. Je ne connaissais pas avant. Et donc ça c'est trop bien. Et donc voilà, donc je me suis régalé. Mais effectivement, à la fin de l'année, donc j'allais pas beaucoup en cours. J'ai raté beaucoup de cours, j'ai raté des partiels, j'ai raté des trucs. Donc forcément ils m'ont dit, oh, tu sais très bien que tu vas pas passer. J'ai dit, tranquille, j'accepte Ouais. mon sort, tu vois. C'est ma faute. Deuxième année, je me dis bon vas-y, cette fois je travaille un peu et tout machin. Ce que je fais parfois. Mais alors j'ai un peu, je t'avoue, j'ai plus trop de souvenirs de cette période. Mais je sais que j'ai encore rigolé parce que du coup cette fois je suis à la JE. Parce Ok. que je suis dans l'assaut de la junior entreprise là. Ok. Donc du coup, j'ai des trucs à faire. C'est-à-dire la junior entreprise, c'est une espèce de petit cabinet de conseil où tu vends des missions à des entreprises et t'es payé. Donc moi, j'ai refait un prêt. Donc j'ai cette fois, par contre, ils m'ont dit, cousin, on va pas t'offrir les frais de scolarité. Ah si, Ah si? si. Ils t'ont parce qu'en repayé fait, la deuxième année? oui, parce qu'en fait, ils Ils ont sont dit, très gentils. non, parce qu'en fait, ils ont dit, comme tu faisais partie d'une asso Ah qui oui, participe à la ok. vie de l'école, Ok, ok. en fait, les gens qui redoublent, on est un peu clément avec eux. Ouais. Et donc non, mais si. Et donc la deuxième année, je la paye pas non Tu plus. nous mets l'ambiance et tout, Ouais. s'il te plaît. Et donc du coup, je me retrouve dans un groupe où il y a que des gens du BDE, parce que c'est souvent les gens du BDE en fait qui pour le coup se donnent quand même beaucoup, Ouais. qui du coup ratent les cours et tout machin, tu vois, genre donc voilà. Donc il y a que des gens du BDE et il y a WAM. Et donc là, la deuxième année, je la paye pas non plus. Et donc là, je suis à la JE, donc ce qui fait que je peux faire des projets qui m'intéressent beaucoup plus que les cours. Bosser avec des clients, faire des rendez-vous clients, j'ai fait des trucs trop marrants, tu vois, genre. Et gérer des missions de conseil. Plus c'était payé, tu vois. Donc en fait, le temps que j'y passais, il me rapportait de l'argent, tu vois, genre. Et les cours, ça m'intéressait moyen, tu vois, genre. Donc là, voilà, j'ai fait à peu près la même chose, où parfois j'allais pas en cours, parfois j'allais pas au partiel et tout machin. Les rattrapages, j'ai tenté, ça a pas marché. Bon, donc là, redoublage. Ouais. Et donc là, par contre, ils m'ont dit, cousin, là, cette année, tu vas payer. Ah, là, tu Cette année, raques, mon pote. T'as assez Là, rigolé. tu vas raquer. Oui, t'as assez rigolé cette année, tu vas payer. Du coup, j'ai payé. Bah, écoutez, Et du coup, là, tu as lâché les 8000 du prêt. Du coup, Ouais. tu as refait un prêt. Au Ouais. total, en termes de. Tu avais combien au total, tu penses, sur tous tes prêts cumulés, je genre? pense au total, j'ai autour de 30 000 euros. Ok, Autour de ok, 30 000. Et pas de pression, genre. Alhamdoulilah. Bah, parce qu'encore une fois, je me dis, je vais sortir de. Parce que Ouais. tout le monde te dit, ouais, le CP, tu sors le CP, tu vas travailler où tu veux Ouais. et tout. machin. C'est pas aussi simple que ça, mais tout le monde me dit ça, tu vois. Alors, donc je me dis, bon, au pire, de toute façon, voilà, je prendrai un job. D'ailleurs, à l'époque, j'étais pas en train de réfléchir à monter des boîtes, d'ailleurs. J'étais en train de Ouais. réfléchir à qu'est-ce que je veux faire. Donc, moi, je voulais faire de la finance de marché. Donc, je savais que les salaires, ils étaient élevés, que j'allais être tranquille, que j'allais trouver parce que j'ai fait le SCP. C'est évidemment pas aussi simple que ça. Mhm. Donc après le 3e pré-master quand même, donc ça c'est vraiment très très fort. Là je passe en M1, sauf que là ça Alléluia. fait quand même longtemps que je suis à l'ESCP, donc je me dis que je vais pas faire de césure. Et surtout ils me disent pour le M1, tu vas raquer. Enfin normal, pardon, j'ai été un peu violent. Ils me disent voilà tu vas payer. Sauf que là la banque veut plus me prêter. Ouais, compliqué, oui. Ouais, la banque veut plus me prêter. Il faut financer. Voilà. Et du coup la solution pour financer c'est faire alternance. Ok. Et ce qui était, encore une fois, cet échec, tu vois, genre que je vois pas comme un échec, puisqu'en fait, ça m'a permis de rencontrer les gens qui sont mes associés encore aujourd'hui, tu vois, genre. Ouais. Mais du coup, voilà, donc je suis alternant, donc meilleur life, puisque les frais de scolarité sont payés, j'ai un salaire, je suis parti en échange. En échange, j'avais mon salaire, et j'avais un taux de change à 1,5, donc ça veut dire que pour le coup, en échange, j'avais littéralement 2500, et j'étais au Canada, donc j'avais 2200 ou 2300 $ de salaire, quoi, tu vois, genre pendant mon truc d'échange. C'était trop bien, tu vois, là. Et donc, l'alternance, c'était trop bien, tu vois, là. Et donc, j'allais en cours, je travaillais, je faisais le truc bien, j'ai joué le jeu. J'ai évidemment raté des cours, fait des rattrapages, mais tu vois, genre, j'ai joué le jeu, quoi, tu vois, là. C'est quelle alternance où? J'étais en salle de marché à Natixis.
Ok. Et Ce qui t'as était bien un peu aimé? mon rêve en plus d'ailleurs. Ok, tu vois, ouais, c'est vrai qu'en plus tu disais, ouais, salle de marché, ça rapporte tout ça et tout. Ouais, c'était de bosser en finance de marché, c'était un peu ce que je visais de fou, tu vois, genre. Et c'était comment se confronter à la réalité finalement? Parce qu'on rêve d'un truc, Le travail. puis après Oui. on est dans la salle de marché, c'est kiffant, c'est pas kiffant, parce que je pense que c'est ultra obscur pour tous les gens qui connaissent pas du tout le milieu. Ouais. En fait, on comprend pas trop ce qui se passe là-bas. On sait que les gens ils sont bien payés, Ouais. ils arrivent à Ça, c'est 9h, vrai. ils se cassent à 17h, 18h, Un peu plus tard, mais ouais. ou voilà, ils se cassent à leurs Ouais, horaires. ouais. Entre les deux, on sait pas du tout ce qui se Ouais. passe. Bah, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers qui sont très intéressants. Il y a plein de métiers qui sont très cool. S'il y a des gens qui sont des geeks de maths, genre des vrais geeks de maths, des gens qui aiment les maths, bah, certains métiers de la salle de marché sont littéralement des jobs où il faut faire des maths, en fait, tu vois, genre. Ok. Donc, ça, c'est cool. Il y a plein de métiers différents, tu vois, genre. Donc, on va pas tous les faire. Moi, j'étais globalement sur un desk qui faisait pour faire simple, de l'achat et de la vente d'obligations. Voilà. Alors parfois il y avait un peu des petits produits structurés très légers, très simples qu'on devait pricer et tout, mais globalement c'est ça des produits dérivés. Mais globalement c'est ça qu'on faisait. Quand j'y arrive, je suis content. Donc globalement je suis content. Parce que c'est ça que je voulais depuis toujours. Moi, je regardais les films genre Wall Street, Le Loup de Wall Street, le Wall Street 2, le Street Wall Street, hein, mais tu vois, genre, les films autour de la finance, quoi, j'aimais bien, tu vois, genre, je voulais être là-dedans. Dès qu'il y avait des reportages sur les salles de marché, je les regardais, des vidéos YouTube, des interviews de gens. Je voulais faire ça, en fait, tu vois, je voulais être un trader, quoi, tu vois. Et donc, quand j'arrive, je suis content. Je suis très content, c'est ce que je voulais. Tu vois, je sais qu'il y avait mes potes, ils étaient dans des banques plus prestigieuses, mais en vrai, on s'en fout, tu vois. Genre, moi, j'étais très content où j'étais au début. Moi, j'aime aussi beaucoup apprendre. Donc, du coup, j'arrive dans un truc où je connais rien. Tu vois, genre, j'ai passé l'entretien, mais globalement, ce qui se passe vraiment dans une salle de marché, moi, je suis comme toi, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et voilà. Et donc, les 6 premiers mois se passent très, très bien. J'ai un bon salaire d'alternant. Je vais en cours parfois de temps en temps, ce qui te fait une pause de travail. Donc ça, en vrai, c'est sympa, tu vois, genre, tu revois les potes d'école et tout, c'est trop cool. J'ai une vie sociale cool. Je suis au top, quoi. Tu vois, genre, vraiment, je suis au top. Et ça pendant 6 mois, parce que je suis en train d'apprendre. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que, c'est pas vraiment la confrontation avec la réalité, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'arrive un peu au bout du truc, et ça me chauffe moins, quoi. Tu vois, genre, en gros, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du job. La vérité, c'est que si j'avais été très motivé, il m'aurait donné peut-être d'autres trucs, j'y crois moyen, mais non, mais si je suis honnête, j'y crois moyen. Mais tu vois, je me dis toujours ça, c'est-à-dire que si quelqu'un est dans cette situation où il se dit que il a un peu fait le tour de son job, bah craque-toi, va demander des trucs et en vrai peut-être qu'on va te mettre sur des nouveaux trucs, tu vois, genre. Moi, j'avais pas l'impression que c'était possible et donc je commence à me désintéresser, un peu me désengager du truc, quoi, tu vois. L'autre truc où j'ai de la chance, c'est que moi, mon échange, il est au milieu de mon alternance. Et donc, ça fait que pendant mon alternance, en fait, je pars 4 mois et demi, je crois. Moi, j'ai vécu ça comme des vacances, déjà, et payé, donc ça, c'était génial. Et par contre, quand je reviens, je suis déprimé, quoi. Je suis genre vraiment déprimé. C'est-à-dire que quand je reviens du Canada, j'ai mon avion qui arrive dimanche, je suis censé être au travail lundi. Lundi, j'ai dit, je suis malade. Mardi, j'ai dit, je suis malade. Et en fait, lundi, j'ai dit, j'ai eu un problème d'avion. Okay. Comme ça, je gratte un jour, tu vois. Mardi, j'ai dit, je suis malade. Mercredi, j'ai dit, je suis malade. Et j'ai fait ça, en fait, jusqu'à vendredi, quoi. Ok. J'ai fait toute la semaine où je suis pas allé. Ah oui, parce ils ont pas dû kiffer ça. J'étais déprimé, quoi. Ouais, ok, En fait, ça m'a assassiné. Mais qu'est-ce qui t'a déprimé? Le retour dans ce truc qui, déjà avant, me chauffait ça moins. un peu, ouais. Le retour dedans m'a assassiné. C'est-à-dire que je passais la semaine, en fait, je l'ai passé au lit, quoi. Ah ouais. Genre quasiment, tu vois, genre, mais j'étais vraiment au lit, genre j'étais en mode putain, je dois y retourner et tout, machin, c'est horrible, tout, tu vois, genre j'avais vraiment pas envie, quoi. J'avais vraiment pas envie. Et donc eux, ils ont cru que j'étais en abandon de poste. Pas cool. Pas cool. L'école m'a appelé, évidemment, eux, ils ont appelé l'école m'a appelé, etc. Et bon, voilà, je me suis remis dedans. Je me suis dit, ok, c'est le dernier truc il me reste, je crois, 6 mois ou 7 mois à tirer, tu vois. Le truc qui a beaucoup aidé, là encore, tu vois, c'est des rencontres et des gens autour de moi, c'est que j'avais un gars qui s'appelle Charlie, qui est devenu mon associé, un autre gars qui s'appelle Zaredine, qui est devenu mon associé. On était dans la même salle de marché, et donc c'est eux qui me faisaient passer les journées, en fait, tu vois. Genre sans eux, c'est con, hein, parce qu'il me restait vraiment que quelques mois pour terminer le truc, mais sans eux, je pense que j'aurais pas tenu les trucs, genre j'aurais peut-être arrêté avant, parce qu'on aurait été horrible, tu vois, genre. Ou alors l'école aurait trouvé une solution, ou la boîte m'aurait dit, on te met dans une autre équipe, ou un truc, tu vois, un truc comme ça, tu vois, genre. Mais non, j'étais pas dedans, quoi, tu vois, genre, j'étais vraiment pas dedans. Et donc ce qui s'est passé, la désillusion, entre guillemets, c'est quand tu vois tout l'étendue du job, quoi. C'est-à-dire que le job, en fait, les jobs en salle de marché sont quand même assez segmentés et compartimentalisés, tu vois.
Et donc, tu vois, si t'es trader, tu vas pas faire autre chose. T'es structureur, on t'envoie des trucs à structurer fin. Tu vois, genre, y a pas de base, tu vois, genre. Commence pas à nous faire je sais pas Ouais, voilà, quoi, commence tu vas pas à structurer vouloir, ça. commence pas à vouloir kiffer ta vie, tu vois. Genre, non, mais tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc là, ce que j'ai appris, du coup, c'est que c'était juste pas fait pour moi, en fait, tu vois. Alors, moi, j'ai besoin d'être dans un truc où je vais faire 1000 trucs tout le temps, constamment, tu vois. Alors. Sinon, je m'ennuie. Et j'ai besoin d'être dans un truc où, je sais pas, il y a de l'enjeu, de l'ambition, quoi. Tu vois, genre, moi, j'ai l'impression, parfois, tu vois, dans le setup où j'étais, que voilà, on a notre goal à faire sur l'année. Et voilà, et donc t'avances, t'avances. Si tu l'exploses ce goal, la vérité, c'est que ton bonus, il va pas exploser. Tu vois. Ouais, ok, ouais. Si on est honnête. Toi, dans les entreprises, en vrai, si tu exploses la target et tout, tu peux tomber dans les grands groupes notamment, tu peux tomber peut-être sur des cas particuliers et tout, mais moi j'ai l'impression qu'ils vont toujours faire le max pour te donner le moins possible en bonus. Quoi, tu vois, alors, ce qui est un raisonnement, moi, qui me va pas forcément. Tu vois, genre. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est le premier truc. Et l'autre truc, encore une fois, tu vois, ça aurait pu être un échec, tu vois, mais en vrai de vrai, l'autre truc que j'ai appris, c'est que je peux pas travailler dans un truc où 90% de la valeur que je crée, elle va ailleurs, tu vois. Ouais. Ça, c'est très important, tu vois. Alors. Et donc, moi, je vais monter mes propres trucs, tu vois. Et donc, tout le monde peut pas monter ses propres trucs tout de suite, tu vois. Genre. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de bosser un peu en entreprise. Faut le voir comme une formation, tu vois. Alors. Faut le voir comme je vais apprendre, je vais suivre un entrepreneur que j'aime bien. Ok, je vais te payer au lance-pierre au début parce que je suis jeune et que je suis remplaçable. Mais par contre, je viens pour me former et ensuite faire moi mon propre truc, quoi, tu vois. Genre. Et donc ça, c'est le truc que j'ai appris là-bas. C'est j'ai appris que voilà, je voulais bosser pour moi, je voulais monter mes propres trucs. Du coup, un autre truc qui m'a fait tenir entre guillemets pendant les derniers mois, là, c'est que je m'étais inscrit à un truc à The Family. Ils avaient lancé une formation de acculturation au monde de la startup. Donc pour les gens qui veulent bosser en startup, pas les gens qui veulent monter leur boîte, les gens qui veulent bosser en startup, tu vois. Genre. Et en vrai, c'est un monde un peu différent, c'est des profils différents, etc. Et donc j'étais dans la première promo d'un programme qui s'appelait Lyon. Bon, qui te montrait qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans une startup, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ça me chauffait de fou, en fait, ça me motivait vraiment, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai un peu fini mon truc. Je te dis, c'est notamment grâce à Charlie et Zaré que on rigolait. En gros, on rigolait tous les jours. Ouais. Et c'est ça qui m'a sauvé, quoi. Ok, donc en fait c'est full. En fait, toi, c'est toujours full rencontre, quoi. Genre, en fait, il se passe un truc pas très bien, mais en même temps, grâce à un truc pas très bien, tu rencontres quelqu'un, et après, ça t'ouvre aussi un peu tes trucs. Mais tu vois, là, avec ton expérience et tout, tout ce que tu as vécu et tout, je pense qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, quand on a un taf, et tu vois, comme ce qui t'est arrivé, on déteste son taf, on déteste ce qu'on fait et tout. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses, à ton avis? Il faut partir. À ce moment, ça Il faut partir. Non, mais il faut Ouais. partir. Là, tu m'as décrit un cas qui est un peu extrême. C'est-à-dire un job que tu détestes, où tous les matins, t'as pas envie d'y aller, ce qui était mon cas. Alors moi, je détestais pas le job, je détestais, je sais pas, l'ambiance, la vibe, tout ça, tu vois. Alors, mais ça peut marcher pour plein de gens, mais il faut partir. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite réfléchir à comment je fais pour partir. Et donc, il y a des gens qui peuvent se le permettre. Il y a des gens qui ont de l'épargne, des économies, des parents, des whatever. Ceux qui peuvent se le permettre, barrez-vous. Enfin, genre, faites-le. Ceux qui peuvent pas, il faut réfléchir vite, quoi. Il faut réfléchir vite à faire autre chose. Il faut, si tu as du temps, si tu as un job un peu où tu as du temps ailleurs, il faut lancer une autre activité ailleurs juste pour se changer les idées, pour tenter un truc, pour se marrer un peu, quoi. Si t'as pas le temps, il faut juste réfléchir à faire autre chose. Prends un job rien à voir, mais juste pour faire cette espèce de transition, tu vois. Essaie de prendre un job rien à voir, qui paye à peu près pareil, mais juste pour avoir cette espèce de transition, d'avoir un truc où tu vois, ton cerveau il change et tu te fais une espèce de reset de toi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, il y a ceux qui peuvent se le permettre. Barrez-vous vraiment du jour au lendemain, posez la dème et tout, machin, genre vraiment. Ceux qui peuvent pas, il faut trouver une solution et du coup, c'est là où tu disais tout à l'heure, il faut se résoudre un problème. Bah là, il faut résoudre le problème parce que je te dis, le 3 mois, il devient vite 6 mois, il devient vite 1 an, il devient vite 4 ans. Ouais. Et tu te retrouves au bout de 4 ans et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu vois, genre, 4 ans, j'ai donné 4 ans de ma vie à des gens qui s'en foutent de moi. Enfin, tu vois, ça, faut pas, quoi. Et toi, tu considères que tu t'écoutes beaucoup ou pas? Oui. Ouais. Alors, si tu sens que c'est good, t'enfonces. Ouais. C'est pas good, adios, bye bye. Oui, parce que confiance démesurée. C'est vrai, le syndrome là. Puisque à 15 ans, j'étais top 3 dans le jeu vidéo inconnu. Du coup, je me dis que je peux tout faire. Tu vois, là. Mais donc oui. Moi, dès que j'ai une idée, j'y vais. Parfois, ça rate, parfois, ça machin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc après la salle de marché, en gros, je voulais monter des trucs. Je savais pas quoi, mais je voulais monter des trucs. Et donc, en gros, je me suis dit, ah oui, un truc qui commençait à germer dans ma tête, c'était le e-commerce. À l'époque, c'était à la mode quand même. Hein. Oh, ça l'est toujours.
Ah, ok. Ça l'est toujours. Ah ouais, même ah maintenant oui, oui, oui. Je pensais que c'était quand même Balade-toi un un peu peu sur moins. TikTok, tu vas voir plein de gens Ah qui oui, parlent oui, de. j'ai pas TikTok Parce donc, que c'est bien, je ne prends pas. Télécharge pas. Mais non, mais oui, c'est toujours à la mode. Il y a tous les jours des gens qui se lancent dans le e-commerce et tout. Et il y en a globalement toujours eu par cycle, j'imagine. Mais voilà, là, souvent, oui. Donc je me suis dit, moi, je veux faire ça. C'est bien, faut trouver des produits. J'aime bien le challenge intellectuel de réfléchir à trouver des produits. Quand tu commences à le faire, tu trouves ça marrant, c'est un peu rigolo. Et donc, il y avait Pokémon Go qui venait de se lancer, l'appli Pokémon Go. Ok. Et donc, je me suis dit, je vais vendre Pokémon Go, ça te fume ton téléphone quand tu joues, la batterie de ton téléphone. Je me dis, je vais vendre des batteries externes en forme de Pokéball. Ok. Je trouve un Non, fournisseur. bonne idée. Marrant, non? Ouais, Tu franchement, vois bien. Je trouve un fournisseur en Chine. Ça résout un vrai problème pour l'époque, je pense, en tout cas. Un peu. Je trouve un fournisseur en Chine. Je me forme à comment est-ce que je crée un site e-commerce. Je tombe sur un article Medium d'un gars qui explique vraiment de A à Z comment est-ce qu'il prend un produit banal qui lui était les hoverboards à l'époque et comment il en fait une boutique e-commerce qui fait des milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Il explique toutes les étapes, tous ces trucs, tous ces raisonnements. Je copie-colle. Copie-colle, et ça marche un peu en fait. Tu vois, alors, ça a un peu marché, et donc en gros, je crée le site, j'ai mon fournisseur, je fais je crée un site en une semaine, j'avais jamais fait de site de ma vie, tu vois, alors je crée un site en une semaine, j'ai mes produits qui sont prêts, et je crois que je fais 2000 euros de CA, ce qui est pas grand chose, tu vois, genre. Et combien de marge? Oh, pas grand chose. Ok. Mais moi, j'étais même pas là pour ça, tu vois. Genre, Ok. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je pars de l'alternance, je pars avec l'intéressement participation, qui est un petit chécos sympa qui dort sur mon compte, plus j'ai le chômage. Donc Ok. je suis pas à la rue, tu vois. Alors, je suis pas à la rue Donc comptée, là, je suis bien. t'as combien de temps où t'es tranquille, tu peux vivre t'as de quoi vivre, genre, à ce moment-là? Ça dépend du train de vie que t'as. Ouais, non, mais mais toi. je sais pas, j'aurais pu, si j'avais tiré longtemps le truc, j'aurais pu peut-être durer un an, Ok. un truc comme ça, tu vois. Ok, donc là, t'as un an où tu te dis, ouais, dans un an, faut que je commence à gagner de la Ouais, thune. je pense. Ouais. Toujours pisse. Oui, oui. Ok, c'est fou. Non, franchement, ouais. c'est beau. Franchement, c'est Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que non, j'ai pas stressé. vraiment en quoi, mode tu vois, Zen Master, quoi. Genre, Ouais. ok, t'as. Et donc voilà, donc marge combien, je sais pas, mais pas beaucoup, voire pas du tout. Mais en tout cas, j'étais content que le truc ait marché, tu vois, genre. Ce qui se passe, c'est que les Pokéballs, elles sont, comme c'est de la contrefaçon, évidemment, je savais pas, tu vois, genre, moi je pensais que tu avais le droit d'acheter des produits comme ça, c'était sur Alibaba. Je me dis, Alibaba, on a le droit, tu vois, genre, c'est légal, tu vois. Les trucs, ils arrivent à la frontière européenne, ils sont bloqués par les douanes. Les douanes m'envoient des courriers. Je n'y réponds pas. Je pense qu'ils ont essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. et donc, bah voilà, et donc j'ai remboursé petit à petit les gens parce que j'avais pas reçu les produits. Je pense qu'il y a des gens, j'ai mis des semaines et des semaines à les rembourser. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, après ça va, c'était 25 € le produit, tu vois. Genre. Mais donc voilà, donc ça pour le coup, on peut dire que c'est un vrai échec entre guillemets, tu vois. Alors j'ai voulu faire du commerce, j'ai raté. J'aurais pu me relancer en fait, tu vois. Genre, j'aurais juste pu soit chercher un autre produit, soit machin, etc. Mais je voulais juste tenter plein de trucs en même temps, tu vois. Genre. Et donc l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'avais créé à l'époque un chatbot qui te permettait d'apprendre le langage des signes, parce que je trouve ça joli, je trouve ça cool et tout. Et mais tu vois, je suis jamais allé très loin avec ce truc. Donc je l'ai fait très vite avec un site qui te permettait de faire des chatbots, mais j'ai arrêté. Donc j'ai testé plein de petits trucs quoi. Mais en fait, ça, là, tout ce que tu me dis, cette histoire de e-commerce et tout, t'avais fini le SCP. Ça c'est 2016, ouais. Ok, ouais, donc c'était fini le SCP à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, un petit truc sympa quand même, Oui. c'est que t'es parti de l'SCP, t'as pas eu le diplôme. Oui, non, c'est vrai. Ça, Oui, c'est ça, on vraiment en avait parlé. une Ouais, ouais, c'est deuxième vrai. petite folie quand même. J'ai pas diplômé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en échange, il y a un cours que j'ai pas validé. Le cours que j'ai pas validé, parce que vraiment j'avais ma best life, hein, j'avais Ah, 2300 c'était loupé ou $ pas dans une petite ville, j'allais à New York, j'allais à Cuba, je rigolais dans la Exceptionnel. ville, il y a des soirées tous les soirs avec des Canadiens, c'était incroyable, tu vois. Alors. Ouais. Et on habitait dans une maison il y avait 3 maisons collées avec des potes à moi, plus des locaux, enfin plus des gens de la fac. C'était incroyable, tu vois, genre c'était vraiment la meilleure vie. Donc voilà, donc effectivement il y a un cours que j'ai pas validé. Ce cours que je valide pas fait que je valide pas l'échange. Si tu valides pas l'échange, tu ne valides pas le M2. Oh. Voilà. Et donc ils me disent bah va Enfin, falloir. il y avait pas moyen de négo comme on t'avait dit, non? Tout le monde m'a dit tu peux négo, mais attends, t'arrives devant la personne, tu dis s'il vous plaît, et ben ils disent non, tu vois. Alors. Il y a pas de négo en fait. Non, il y a pas de négo. Donc il m'a dit va falloir revenir l'an prochain et va falloir payer 15 000 balles. Oh. Mais 12 attends, 000, faut je sais pas refaire combien, un échange. Non, il fallait refaire le M2. Et du coup, comment ça? Parce qu'il reste une matière, donc faut refaire que. Non, mais Je comprends c'est ça l'absurdité du truc. C'est quoi cette Pour histoire? une matière, dans un échange d'une année, il faut refaire l'année. C'était ça Ok. leur truc. Donc oui, j'aurais pu pousser pour négo. Alors je suis pas un grand négociateur, tu vois, mais j'aurais pu pousser, j'aurais pu vraiment faire ou j'aurais pu pleurer, j'aurais pu faire plein de trucs, j'aurais pu aller très loin dans ce truc. Je l'ai pas fait.
Juste parce que je me suis dit, de toute façon, je vais pas bosser chez McKinsey, je vais pas bosser chez Goldman, donc le diplôme, il me sert à rien en fait. Ouais, mais quand même, il faut du courage quand même pour dire ça. T'as C'est quel du- âge? 25 ans? Ouais, c'est du courage ou de la bêtise. Ouais, C'est toi un qui peu des décides. deux. Après, Ouais, voilà. ça dépend ce que t'as. En fait, en vrai, ça dépend toujours ce que t'en fais derrière. C'est-à-dire, tu vois, vu que toi, t'as fait des trucs très stylés derrière et maintenant mais je ça le se passe savais bien. pas à l'époque. Voilà, bah ouais, tu vois. Genre là, maintenant, c'est très facile de regarder ça et dire, waouh, c'est hyper stylé et regarder et trucs et machin. Ouais. Alors qu'en fait, à l'époque, t'étais juste en mode, en fait, je sens que c'est la bonne chose à faire, je le fais point. Ouais, voilà. Ça, c'est pas la tête, genre. Je vais pas revenir à l'école, les Ouais, gars. ouais, Je suis là depuis 2011, on est en 2016. C'est bon, j'ai fait les cours. Tu vois, je connais le marketing. Tu vois, Ouais. genre, enfin, ce qu'on t'apprend à l'école du marketing. C'est bon, j'ai vu les slides, les SWOT et tout, machin. C'est bon, passons à autre Ça y est. chose, tu vois, alors. Mais juste, désolé, mais Vas-y. dans cette histoire, ta mère, elle est pas ultra inquiète. C'est. Ah, c'est ça, faut le gêner quand même. Ouais. Parce que, ok, toi, Zen Master, je veux bien. Par contre, la daronne, Ouais, Zen Master, moi, non? Ah bah pas du tout, pas Ah du oui, tout bah de oui. master. Mais Bah du coup, oui, non, ouais. mais en gros, je lui dis, bah, ça va aller, t'inquiète et tout machin, je peux trouver, etc. La vérité, c'est que si tu veux tout savoir, en me disant que je pars sans diplôme, ce que je me suis dit, c'est worst case, je vais postuler dans des boîtes qui seront ok avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu as dit, j'ai Il y a- quasiment fini le SCP. Ouais, on voilà, est pas je fou, vais quoi. pas le dire comme ça en fait, je vais même Oui, pas le oui. mentionner. J'ai fini, Je vais c'est le tout. mentionner. Ouais, voilà, j'ai fait 5 ans à l'ESCP. Ce qui est vrai. J'ai fait plus que les autres. Je suis presque un meilleur profil. Tu vois, genre, l'autre, il a fait 4 ans de ESCP, moi j'en ai fait 5. Donc je suis Exceptionnel. Bah, un attends. ESCP, je suis un 1,20 ESCP, tu vois. Ok. Non, mais en gros, je me suis dit, de toute façon, il y a des boîtes qui vont pas demander le diplôme, ils vont juste voir ESCP. Moi, je suis un mec sympa en entretien et donc ça se passe bien. Donc ça va passer. Je me suis dit, worst case, si je dois postuler à des jobs, ça va le faire, quoi. Tu vois, genre, voilà. Encore une fois, je vais pas postuler chez Goldman. J'ai fait mon deuil de ça. Je vais pas postuler chez McKinsey. Ça m'intéresse pas. Je vais pas non plus postuler dans des boîtes, puisque je vais essayer de faire mes propres trucs. Mais je me suis dit, au pire du pire, si à la fin j'ai 0 € sur mon compte et que je dois manger, je prendrai un job. Tu vois, genre, j'irai faire un truc. Mais la vérité, ah oui, je me souviens de ça. En vrai, quand j'étais à la fin de Natixis, j'étais en train de me dire, peut-être je fais une école de barman, tu vois. Ok. Et j'avais trouvé une formation de barman qui te formait en Thaïlande. Et donc tu partais. Ouais. Ah, ouais, Tu ouais. connais? Bah, en fait, je connais Tu une l'as meuf fait qui a. Non, non, pas moi. Non, pas moi. Mais je connais une meuf qui l'a fait. Genre, j'ai vécu un petit moment en auberge de jeunesse. C'est trop bien ça. Et, très stylé, très très sympa. Et elle, en fait, elle a fait ça. Genre, à un moment, elle a tèche du taf là-bas. C'est qu'elle en Thaïlande, école de barman. Ouais. C'est 2000 balles, je crois, un truc comme ça. en plus, Ouais, pas- un truc comme ça. Mais tu vois, je me suis dit, sur mes 15 000, je prends un vol 2000, ça, je paye 2000. Le logement était compris dans la formation. Je me dis, vas-y, je fais ça, ça va être marrant, quoi, tu vois, alors. Puis surtout, ça va me faire voyager, vivre, faire des trucs rigolos. Ça va me reset en fait, tu vois, genre, ça va Ouais. me remettre à zéro, mais voilà. Mais j'avais fait ça. Après, je me suis dit, peut-être, je vais à Barcelone 2 semaines, je fais quelque chose. J'ai rien fait de tout ça. J'ai fait l'e-commerce. Après, j'ai un peu déprimé. Après, je suis beaucoup sorti. Après, j'ai joué au poker. Après, j'ai fait le truc de chatbot, voilà. Au final, j'ai fait plein de trucs qui m'ont ensuite amené au crypto, tu vois, alors. Mais j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, j'ai pas fait ce voyage. Mais voilà, je me suis dit, je te dis, en partant, je me suis dit, je pars sans diplôme, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais faire des trucs, moi, tu vois. À un moment, Ouais. j'ai fait de la conciergerie Airbnb, Ok. tu vois, alors ça, c'était hilarant. Exemple, alors, le hasard, où je voulais bosser dans le ciné et les films, dans les médias, dans Le whatever. poteau voulait tout faire. Je voulais tout faire, je savais pas, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Alors, si, ça, c'était quand même un truc qui m'intéressait vraiment beaucoup, mais je voulais juste tenter des trucs, en fait, et voir ce qui marche, tu vois, voir le truc où je vais accrocher au truc, tu vois. Bosser dans les médias, ça a été très dur, parce que j'avais un CV de finance. Et donc personne me regardait sérieusement, tu vois. Les boîtes de prod, les machins, voilà. Donc j'ai jamais été pris en entretien. J'ai tenté même des mini youtubeurs, des gens qui faisaient des vidéos Facebook à l'époque, ils faisaient 10 000 vues, un mec qui cherchait quelqu'un pour l'aider gratos. Je dis moi je suis chaud et tout. Il m'a jamais répondu. Tu vois, là. J'ai tenté, parfois je croisais des tournages, parce qu'il faut un truc, enfin c'est peut-être le hasard, mais en gros quand je faisais de la conciergerie à Airbnb, je me baladais partout dans Paris. Et j'allais donner des clés, faire des check-in, check-out et tout, tu vois. Et le hasard a fait que j'ai croisé plein de tournages. Ouais. Et donc à chaque fois, j'allais les voir et je leur dis, vous cherchez pas des gens et tout, machin. Ils me disaient, bah sorry, tu peux aller sur le site de la boîte, tu postules par mail, machin. et tout, Mais c'est fou parce que, en fait, tu ne conceptualises rien comme des échecs a posteriori. Alors qu'en fait, tu n'as eu que ça pendant je ne sais pas combien de temps. Genre. En fait, c'est assez exceptionnel. Et en Ouais. fait, par contre, là, je trouve où il y a vraiment un vrai truc à apprendre de toi, là, sur le coup. Ça, vraiment, je le retiens pour moi. En fait, c'est juste ce côté de. En fait, il y a toujours moyen de se débrouiller, gars. Ouais. Genre, si tu viens, tu donnes un peu de mal, tu trucs, tu machins, tu bidules, il y a toujours moyen de se débrouiller quelque chose. Si t'as- si- Et ouais. ça, franchement, c'est. Enfin, tu vois, genre, on vit quand même dans un truc où. Tu
sais, il a pris son des darons, bah, juste Sacha, je pense que ça parle très bien, Ouais. du coup, à Sacha, salut Sacha. On en parlera tout à l'heure. Sur ce truc-là, tu sais, tu sais, ouais, il faut des diplômes, il faut la sécurité, il faut truc, il faut machin. En fait, tu te dis, en fait, c'est presque reshifter le truc en mode, non, la sécurité, c'est est-ce que je peux faire des trucs? Si Ouais. je peux faire des trucs, en fait, j'ai Exactement. toujours la sécurité. T'as mieux capté le truc que moi. Mais C'est ça, en fait. c'est fou quand même. J'aurais pas su mettre des mots dessus comme t'as dit, mais en fait, t'as dit le truc. C'est-à-dire que si je sais faire des trucs, je saurais toujours faire des trucs. Après, en tant que parent, je pense que c'est terrible d'entendre Ouais. ces discours. Mais après, c'est objectivement quand même quelque chose qui marche bien quand même. Pour un parent, il faut faire le job aussi. C'est-à-dire que Ouais. le job en tant que toi, leur parler et leur dire faites-moi confiance en fait. Ouais, Tu vois, genre, si vous avez confiance en moi, ouais. Après, il faut la que retrouver vous aussi. êtes censé. Non, la confiance, ça se prouve pas. La Ok. confiance, ça se donne gratuit. Ok. Sinon, c'est pas la confiance. Mm. Sinon, c'est une transaction. Sinon, c'est Ouais. une attente, un machin. Ok. Si je te fais confiance à faire quelque chose, je te laisse faire ton truc, tu vois, genre. Et effectivement, il faut que tu y arrives et que tu machin, tu vois, genre. Mais la confiance à ton enfant, ça doit se donner gratuitement, tu vois, genre. Ça doit Ouais. se donner sans arrière-pensée, sans question. C'est va, essaye, tu vois. Et moi, je serai là pour t'aider si besoin, mais va et tente, quoi, tu vois. C'est ça le truc, quoi. Mais c'est fou. Et du coup, putain, on m'a dit d'arrêter de dire du coup. Du coup, c'est vraiment le tic de langage terrible. Après, tu tentes des trucs et tout, et là, t'arrives au gros truc qui a un peu été le gros tournant, la crypto. Oui. C'est là où ça, c'est vraiment. Ouais. Où c'est parti de 0 à 100 très très vite, non? Ouais. Bah, en gros, un mec que je connaissais qui bossait chez Deloitte m'a dit il faut absolument que tu regardes Ethereum. Ethereum, c'est un truc de fou et tout machin. Quelle année? Fin 2016, début 2017. Ok, parce que moi, je connais rien en crypto. Et du coup, à cette époque-là, c'était. Un C'était un Ether, peu ça valait. à l'avance ou pas? T'étais un peu Ether, ça valait visionnaire? 27 euros. Ok, ça vaut combien aujourd'hui? Je sais pas, 3000, un truc comme ça. Ça fait plaisir. Ouais, alors j'ai mieux, non mais parce que le prix de l'Ether en vrai je le connais pas, mais par contre le prix de Bitcoin je connais un peu mieux. À l'époque Bitcoin valait 1000, et aujourd'hui on est à 80 je crois, un truc comme ça. Tu sais, c'est Ok. passé à 100 il y a pas longtemps et tout. Ok. Donc on doit être entre 80 et 1000 aujourd'hui avec Bitcoin qui valait 1000 à l'époque, et l'Ether 27, et mon pote il en avait acheté à 4 euros. Waouh. Et c'était passé de 4 à 8 euros, et il s'était dit dinguerie. Tu vois. Exceptionnel. Il était fou, fois tu vois. deux, Donc je me suis dit ok je me mets dedans. Problème c'est que là j'arrive à la fin de mes économies, donc j'ai pas d'argent, parce que sinon j'aurais mis 3000 balles dedans en fait. Ouais. Mais sans blague. Instant en fait. Zéro blague, genre j'aurais mis, il m'était resté, je sais pas, 10 000 balles ou 5 000, j'aurais mis la moitié de ce que j'avais là-dedans, tu vois. Mais parce que tu croyais de ouf, t'avais vraiment taffé le truc Parce que un j'ai peu, ou? poncé, ouais, alors pareil, c'était pas forcément très sain, mais en tout cas, j'ai poncé le truc, c'est-à-dire que je me suis renseigné, quoi. Je me suis renseigné, j'avais du temps libre, je faisais rien. Donc je passais mes journées, en fait, sur des blogs et des forums crypto de l'époque, un forum qui s'appelle Bitcoin Talk, qui était le truc où il y avait un peu tous les geeks des cryptos de l'époque. Des articles sur Vitalik Buterin de Ethereum, les gens qui parlent de Bitcoin, les machins et tout. Et en gros, ce qui se passe, le déclic, c'est que donc je comprenais à peu près à quoi servait la techno, le délire de smart contracts et tout. Je me dis ok, ça c'est intéressant, c'est forcément intéressant, tu vois alors. Et il y a un truc qui se passe, et je crois qu'on est ça c'est vérifiable même, je crois qu'on est le 27 février 2017, un truc comme ça, quasi sûr. Il y a un article qui explique qu'un consortium qui comprend la moitié des boîtes du S&P 500 se met ensemble pour créer une espèce de coalition qui va bosser sur Ethereum et sur la blockchain. Et donc là, je me dis, ça va exploser, quoi. Genre, je viens de trouver, en tant qu'ancien trader, entre guillemets, tu vois, genre, j'ai bossé en asset management aussi, tu vois, mais où l'info, c'est important, je me suis dit, ah là, j'ai peut-être une info de fou, alors que non, c'est public, c'est vraiment, c'est le New York Times, c'est tout, tu vois, genre. Mais non, mais par contre, ce que je me suis dit, c'est peut-être que pas tout le monde va capter que c'est intéressant, tu vois. Ce qui devait être très vrai en plus à l'époque. Bah, tu vas voir, c'est très simple. 2 semaines après l'article, j'achète des Ethers à 27 euros. 2 semaines après l'article, l'Ether vaut 50 euros, quoi. Ok. Ou 10 jours, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça allait très vite, tu vois. Et donc, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je mettais à coût de 10 euros parfois, tu vois, là. Genre, en gros, j'essayais avec mes cartes bleues sur Kraken et tout, ça marchait pas. Le KYC, il passait pas et tout. Donc, j'ai mis du temps à en acheter, tu vois. Alors. Et donc j'achète à 27 euros, ça passe à 50. Mais j'ai dû. Attends, quand je dis ça, les gens vont croire que j'en ai acheté 2, genre. Genre, j'ai investi 50 euros, tu vois ce que je veux dire? J'ai mis, mais c'était quasiment tout l'argent que j'avais, tu vois. Genre, en attendant le chômage, j'avais que ça, tu vois. Donc j'ai mis, et voilà. Et après, je remets un peu plus. Et en fait, il se trouve que je crois que je mets 200 euros. À un moment, j'arrive à un petit portefeuille de 200 euros. Et ensuite, les 200 euros, donc je les investis, je cherche plein de trucs, je cherche plein de cryptos, plein de trucs à investir et tout. Et t'es tout seul là, sans Je suis encore je suis tout seul sur mon ordi chez pas moi. encore mais avec tout. Charlie, avec ça. Non, eux, Charlie, il est parti. Ok. Il est parti en stage à Singapour. Et Zaré, pareil, il est resté en salle de marché, tu vois. Il est en train de terminer son alternant.
Et donc, je prends mes 200 euros, en une semaine, deviennent 1000 euros. Et donc là, pour le coup, quand tu touches 1000 euros par mois de chômage, et que tu as fait quelque chose qui est devenu 1000 euros en une semaine, ça change un peu ta perspective. J'en parle à mes associés, à mes potes, du coup, de l'époque, quoi. Donc lui, là, pareil, il y en a un des deux qui est un peu comme moi, il va faire un prêt à la banque, tu vois, alors. Il garde un peu d'argent pour lui. Et avec l'argent, on fait un portefeuille de crypto, tu vois. Donc là, on parle quand même de beaucoup plus d'argent. Et ça, ça devient, en un mois, ça devient 100 000 euros, tu vois. Wow. Et donc là, pour le coup, là, je me dis, OK, j'ai capté un truc, tu vois. Là, je me dis, je vais devenir milliardaire. Mais c'est vrai. Et OK, j'ai juste deux petites questions. En fait, tu sais, par rapport au truc de, tu sais, quand t'es passé de 200 à 1000, ça unlock un truc. Est-ce que, genre, au fur et à mesure, tu sais, de ton parcours et tout, t'avais des barrières mentales? Parce qu'en fait, vu que t'as beaucoup de confiance, truc et tout, est-ce que, au fur et à mesure de ton parcours, quand même, t'avais des barrières mentales qui ont été pétées avec des expériences ou pas trop, non, du coup? Pas vraiment. OK. Et du coup, deuxième truc que je voulais te demander, le prêt, là, de ton pote. Qu'est-ce qu'il a fait? Genre, c'était un truc pour ses études où il a bullshit un peu, il a dit ouais, je vais être étudiant et tout. Ouais. J'ai besoin d'étudier. Donnez-moi 50 ou 60, je sais pas combien. Beaucoup moins. Ok. Mais après, il a fait un petit prêt étudiant pour. Il a dit c'est quoi le maximum que vous pouvez me donner sans garantie? Donc voilà, c'était une somme, c'est comme. C'est pas rien, tu vois. Genre, ça aurait pu payer. 20 000 euros, un truc comme ça, non? Ça aurait pu payer une année de scolarité quelque part, quoi, tu vois. Ok. Et donc cet argent, effectivement, on a fait un portefeuille avec, qui est devenu, je te dis, en un mois, quasiment 100 000 euros, autour de 100 000 euros. Et ce portefeuille a continué à grossir, il est monté dans des sommes assez folles, hein, tu vois, genre, où nous, on était là, genre what the fuck, quoi, tu vois, genre, on a fait ça, tu vois, genre, j'ai pas besoin de travailler. 26. Ok, wow. Je viens de sortir de 2017, donc j'ai entre 25 et 26 ans. Et donc là, entre janvier et juin, donc j'ai 25 ans. Et donc là, le portefeuille grossit. On rencontre, là, pareil, c'est le hasard des rencontres et des machins et tout. Un gars qui bosse dans un fonds qui gère 1 milliard ou 2 milliards, des vrais gens, tu vois, genre, qui nous disent on cherche des gens pour faire un mémoire de recherche sur la faisabilité d'un fonds crypto en France, parce qu'on va peut-être lancer nous-mêmes un fonds crypto. Donc je dis, et mon associé me dit mais oui, mais il veut des étudiants pour faire un mémoire de recherche. Je dis mais on s'en fout. On lui envoie un mail, on écrit hello, on n'est pas étudiant, on peut pas faire de mémoire. En revanche, voilà ce qu'on a fait, voilà notre parcours, on est chaud de bosser avec vous sur ce truc, quoi, tu vois. Et donc, mes potes, plus ce gars-là qui sort de nulle part, plus le moment où on est dans les cryptos de cette époque-là qui fait que ça va exploser, ça c'est le cocktail qui fait que on part sur, je le savais pas encore, mais on part sur 5 ans ou 6 ans d'aventure dans les cryptos, à faire plein de trucs, à organiser des events, à monter une boîte de trading, à créer une asso, tu vois, genre, mais ça on le savait pas, tu vois. Et donc ce gars nous dit, on va les rencontrer, il nous kiffe, le mec nous donne de l'argent, entre guillemets, à lui, à gérer dans notre portefeuille de crypto, tu vois. Et là, il fait un truc qui débloque tout. En mode mini-fonds d'investissement, quoi. Ouais. Il nous a donné de l'argent, quoi. Le mec nous faisait confiance. C'est ce que je veux dire, on est deux rebeux dans le bureau d'une boîte qui gère 2 milliards. Il y a un petit manos avec des petites lunettes et tout qui me dit, bah déjà, moi les gars, je vais vous donner de l'argent, quoi. Ok, parce que toi, tu nous a validé. Full confiance, tu stresses pas. Mais est-ce que là, tu stresses vu que c'est pas ton argent? Ou toujours pas? Ok, t'es toujours en mode full confiance, en fait. Alors là, c'est un peu différent. Je me dis, il est censé savoir dans quoi il investit, tu vois, alors. Okay. Donc moi, je vais pas le ken, je vais pas lui voler son argent. En revanche, il faut qu'il soit conscient de ce qui peut se passer. Ouais, voilà. Et ce qu'on lui a expliqué, parce que tu vois, il nous dit je vais vous donner de l'argent, mais c'est après une discussion de 1 heure où moi j'étais venu avec des slides pour lui présenter ma vision ma compréhension de ce secteur, et comment est-ce qu'on pouvait l'aider, tu vois, genre. Donc j'étais venu lui parler de tout ça. Et au-delà de ça, c'est un mec qui était pas du tout risque averse, qui gagnait très très bien sa vie, donc l'argent qu'il nous a donné, il pouvait le perdre. Ouais, il s'en foutait de le perdre. Voilà. Okay. Lui, il a juste dit, je mets ces gars, je veux leur mettre le pied à l'étrier, quoi. Et c'est ce qu'il a fait, tu vois, genre. Et donc après, on a rencontré le big boss de cette boîte, qui est un mec qui a fait X Harvard, qui gère encore une fois, tu vois, 3 milliards. Tu vois, genre, on lui a refait la même presse, qu'on avait un peu arrangé et tout. Ouais. On a refait la même presse. Le jeune nous avait aidé à arranger la presse. On a refait le même truc. Et ils ont dit, le truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée une asso. Ce qui va nous permettre, c'est un autre hack. Toi, tu parles du hack on en parlait au téléphone, mais le hack du podcast qui permet de recevoir des gens, etc. Tu vois, alors. Il y a un autre hack, c'est les assos, les non-profits, les initiatives qu'on fait pour aider des choses, pour développer des écosystèmes, des trucs, des machins. Là, on est dans un truc où en fait, tous les gens qui nous auraient fait payer pour leur parler avant, genre les consultants, les avocats, en fait, ils sont membres de l'asso. Et c'est nous qui les amenons dans l'asso et on crée des groupes de travail avec eux pour comprendre et apprendre ensemble
qu'est-ce que c'est les cryptos et qu'est-ce qu'on va en faire dans l'écosystème à Paris, quoi, tu vois. Ok, franchement, c'est ouf parce que du coup, vraiment que j'arrête ce putain de. C'est terrible. Hugo, il m'aurait cassé la gueule, je crois, s'il était là. En fait, c'est vraiment cette idée de créer. Genre, tu sais, t'as ta partie taf où là tu te fais payer, tu fais des trucs et tout, mais en même temps créer genre vraiment une communauté de façon genre à la limite bénévole, Ouais. qui en fait elle va vraiment t'apporter beaucoup de valeur et permettre de rencontrer du monde, permettre de faire des trucs comme vraiment un petit hack quoi, comme t'as dit. Ah ouais. Ça se prend pas mal de temps quand même en vrai, mais. Alors, pour le coup, c'était du travail. C'est-à-dire ouais. que, mais après, Mais c'est rentable, quand c'était notre job. En fait, Ouais. c'était notre objectif. C'est-à-dire qu'on voulait passer notre temps à comprendre cet écosystème, tu vois, les trucs des cryptos et à apprendre des choses sur le truc. Parce que ça allait nous permettre de trouver des nouvelles cryptos dans lesquelles investir. Ça allait nous permettre de comprendre, en fait, d'avoir de l'info. C'est un métier d'info. Donc, on voulait se former, tu vois, genre. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Je pense qu'on était quasiment full time. On faisait des calls pour recruter des gens dans l'asso, pour qu'ils deviennent membres. Toutes les entreprises de Paname qui touchaient de près ou de loin la crypto, on voulait qu'ils soient membres de l'association. Donc c'était gratuit, tu vois, le membership il était gratuit. Ensuite on organisait des groupes de travail. Donc les groupes de travail on les préparait. Il y en avait 4. Il y avait un truc technique, un truc légal, un truc innovation, un truc, tu vois, des ingrédients comme ça. Nous on était dans tous les groupes. On faisait des synthèses de toutes les discussions qui étaient tenues dans les groupes de travail. On avait fait un doc à la fin qui était une espèce de mini-bible de la crypto qui était pas très technique, tu vois, mais pour quelqu'un qui découvre, bah, voilà, il y a un doc qui a été pondu par des gens qui se sont cassés le cerveau, des professionnels, des avocats, des consultants, des machins. Et donc on a créé tout ce truc-là. Ça nous a créé tout notre réseau dans le secteur. Ça nous a fait comprendre, nous en parallèle de ça, de façon très égoïste, on voulait toujours lancer notre fonds d'investissement crypto. Il se trouve que c'était très très compliqué. On a essayé, tu vois, de faire du lobbying. Ça veut dire quoi faire du lobbying? Le lobbying, c'est des groupes d'intérêt, des groupes d'entreprises, on va dire, qui vont essayer d'influencer la façon dont sont passées les lois dans un pays. Ok. D'accord? Ça s'appelle littéralement des cabinets de lobbying. Ok. Et donc, tu vois, tu vas avoir, par exemple, ça, ce que je vais te raconter, c'est un vrai truc, mais tu vas avoir, par exemple, l'Association des forains de France, qui a un projet avec, ou un problème avec une loi locale ou un truc comme ça, qui va engager le cabinet, lui donner de l'argent, et ce cabinet va gérer cette mission de conseil pour essayer, je sais pas, soit de changer un peu la loi, soit de la faire passer ailleurs, soit de trouver un truc pour les intérêts de son client. Tu vois. Donc ça, c'est un vrai truc que j'ai vu passer. Voilà, c'était une association de forains qui payait un cabinet de lobbying pour les aider sur un truc. Donc on a essayé de faire ça, donc on avait on faisait des rendez-vous avec des députés, on leur présentait des notes, on avait des fiscalistes dans l'asso, on écrivait des notes sur la fiscalité des cryptos qui étaient désastreuses à l'époque, je crois que c'était presque 100%, tu vois, genre, Okay. donc c'est passé à 30%. Un peu terrible. Ouais, voilà. Donc voilà, on a essayé de faire tous ces trucs-là, avec encore une fois le projet égoïste du fonds d'investissement. Et écoute, ça s'est pas fait, ça a pas marché. On n'a pas réussi à trouver d'investisseurs, on n'a pas réussi à trouver la structure légale qui permettait de faire le fonds qu'on voulait, en fait, tu vois, le truc qu'on voulait, ça n'a pas marché. Mais en revanche, on a rencontré tout l'écosystème des cryptos à Paris et un peu en Europe. On est allé à la Commission européenne où on a parlé dans une espèce d'audition avec des micros et tout. Genre, c'était hilarant. On a été auditionné à l'Assemblée nationale et tout. Tu vois, genre, oui. ouais, il y avait des commissions d'enquête sur les cryptos. Toute cette histoire. De fou. On rencontrait des big boss d'énormes fonds, de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil, des députés, des gens, je te dis, de la Commission européenne, tous ces gens-là, à l'époque. Et on avait 26 ans. On était là, bonjour et tout. mais donc voilà. Donc ça a forcément servi à l'écosystème. Ça a forcément aidé des gens à se rassembler et à se fédérer et à bosser sur le secteur à Paris. Mais en tout cas, ça nous a pas aidé nous pour notre projet qui était égoïste. En revanche, ça nous a fait rencontrer tout l'écosystème. Et ça nous a fait voir un peu les problèmes qu'il y avait et les trucs sur lesquels on pouvait se placer. Et un des trucs sur lesquels on s'est placé, c'était le trading institutionnel. On s'est rendu compte que nous, on n'était pas des investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui est un chercheur, en fait. C'est quelqu'un qui doit passer son temps à lire des papiers de recherche, à comprendre des entreprises, comprendre des business, comprendre des trucs, quel que soit le métier où tu investis, tu vois. Donc, investisseur en crypto, c'est très technique parce que tu dois te manger des papiers de recherche sur des mécanismes de consensus gérés par de la technologie et des codes. On n'avait pas le bon background, tu vois. En revanche, on était des traders. C'est-à-dire que on était là à créer du lien avec les gens, fournir la liquidité. Ça, c'est un métier qu'on savait faire, tu vois. Et donc, c'est ça la boîte qu'on a lancée. Mais sans l'asso, on ne l'aurait pas forcément compris, tu vois. Et vous viviez de votre portefeuille crypto? Ouais. Pendant ça, ok. Ouais. Donc, il y avait le portefeuille crypto qui permet de vivre et tout. En même temps, tu crées l'asso. Ouais. Quand tu crées l'asso, tu te rends compte qu'il y a un endroit où on peut se placer sur le trading. Ouais. Et là, vous lancez... j'ai oublié le nom de la boîte. Wharton, je pense. Ça s'appelait Wharton. Wharton, ouais. Et Ouais. du coup, on lance Wharton, c'est quelle année? Le Cabis, c'est 2018. C'est Ok. mars 2018. Ok. On avait commencé à bosser dessus avant,
Mais la boîte est enregistrée en mars 2018. Et avec, on arrive évidemment, on se dit qu'on va trouver des trucs, mais on n'a pas de clients, on n'a rien. On a des gens qui nous ont dit peut-être que potentiellement on peut bosser avec vous si vous lancez ce truc, mais pas de garantie, tu vois. Et surtout le gros problème, c'est qu'on lance la boîte. Maintenant qu'on a un cabis, on se dit on va ouvrir un compte bancaire, qui est quand même la base du métier d'un desk de trading, c'est faire des virements en fait. C'est-à-dire que tu reçois des cryptos, t'envoies des euros, tu reçois des euros, t'envoies des cryptos, donc tu dois avoir un compte bancaire pour travailler. On se rend compte qu'il n'y a aucune banque qui nous ouvre un compte bancaire, tu vois. Dur. Ce qui fait qu'en fait, tout le truc sur lequel on bosse depuis des mois, on peut pas le faire. Et donc là, je crois qu'il y a un process qui dure bien 6 mois d'essayer d'ouvrir un compte bancaire. Et où genre, on va voir toutes les... En fait, on n'avait pas la bonne méthode, je pense, mais tout le monde avait le même problème. Tous les gens qui lançaient des boîtes crypto en France où il y avait écrit crypto dans le cabis, ils avaient du mal. Donc il fallait avoir il fallait mettre dans ton activité un truc un peu tricky, tu vois. Il fallait mettre, je sais pas, conseil technique, développement informatique, des trucs un peu comme ça, tu vois. Ça a aidé. Mais par contre, quand tu arrives devant le banquier, tu vas devoir lui expliquer pour de vrai quand même, Ouais. tu vois genre. Et là, tout le monde nous dit oui, trop bien, tout le monde trop stylé, votre dossier, c'est quoi le volume que vous attendez? Ah waouh, incroyable et tout. Je me souviens même, on a reçu un duo de banquiers qui voulaient nous rencontrer dans nos bureaux, on les a reçus, on leur a fait tout le pitch, on leur a fait du coup on a besoin d'un compte en banque, comment ça marche, ils expliquent, ils disent voilà, on dit trop bien. Ils partent, devant le bureau, il y avait un pote à nous qui fumait. Et il entend les deux dire « Putain, mais c'est trop bien ce qu'ils font et tout, faut absolument qu'on bosse avec eux, j'espère que ça va passer et tout machin. » Et en fait, dès que le dossier passe au risque en interne à la banque, ils disent non. C'est-à-dire que les banques de l'époque ne refusaient d'ouvrir des comptes à toute boîte qui bossait dans les cryptos, en fait. Alors, donc, on a trouvé des solutions. On a ouvert, on a ouvert un compte en Estonie. Je crois qu'on avait un compte aux US. On était obligés. Et en fait, petit à petit, ça a bougé. On a pu avoir un compte français pour les frais opérationnels, mais pas pour les opérations de trading, quoi, tu vois, genre. Donc, on pouvait payer notre loyer avec notre compte machin, tu vois, genre. On n'avait pas le droit de faire de trading avec, évidemment. Donc, en gros, les comptes qu'on avait, c'était des comptes étrangers, quoi, tu vois. Mais après, tu vois, on rapatriait tout, les profits, les trucs comme ça, sur les comptes français. Et après, on payait les impôts en France, on payait les salaires en France, on payait tout en France, tu vois. Mais très, très compliqué, quoi. Et pendant ces 6 mois, il n'y avait pas de... Toujours, problème-solution, quoi. Il n'y a pas de déprime, il n'y a pas En de fait, putain, ça fait chier. Ah bah si. Alors, déprime, non, mais ça fait chier forcément, tu vois, mais pas de déprime. Mais c'était juste de la patience, tu vois. Voilà, il fallait avancer. On sait qu'on va trouver, tu vois. On va trouver. Et ça a duré combien de temps, cette aventure Wharton? Moi, je suis parti il y a 2 ans. Ok, donc assez récent quand même. Ouais. Et après, Ça a duré 5 ans, on va dire. Ouais, parce qu'après, du coup, vous avez réussi à régler un peu tous ces problèmes et tout. Oui. Vous avez commencé à Après, c'est recruter. devenu une très, très belle boîte. Et la petite anecdote que tu m'as racontée au téléphone sur le premier, votre premier client là. Ah oui, parce que du coup, on C'est met sympa, 6 mois. Non, mais en gros, c'est vrai qu'on met 6 mois. On met 6 mois à ouvrir un compte en banque. Pendant 6 mois, on est là, tous les clients à qui on parle et qui nous disent bah ouais, moi je veux bien bosser avec vous. On est là, putain, on peut pas bosser avec lui. 6 mois, c'est long, tu vois. Alors, c'est-à-dire que la boîte ne peut pas exister. Ouais, c'est ça. On dit t'inquiète et tout, machin. On attend. Ensuite, on a le compte qui est ouvert. Donc là, on dit dinguerie, tu vois. Genre, on sait pas quoi faire. Tu vois, on va commencer. On sait même pas quoi faire, tu vois. Alors, on dit let's go, on y va. Et donc on reparle à des clients. Donc là, on remet parce que du coup, les gens ils nous ont oubliés, ils sont partis avec d'autres gens, ils ont machin. On remet 2 mois à trouver un pauvre man qui accepte de bosser avec nous, tu vois. Alors, enfin, on se dit, putain, trop bien. On l'onboard. Ensuite, quand le mec, il est onboardé, il va pas, dans la seconde, t'envoyer un trade. Il t'envoie quand il a besoin, en fait. Et donc là, on attend. On a un client, il est onboardé, on attend, on essaie d'en trouver d'autres et tout, machin. Au bout de, je dis n'importe quoi, 2 semaines ou 3 semaines, le mec, il envoie un message dans le chat. Hello, j'ai un ordre à vous passer et tout. Tout le monde tremble et tout. Tu vois, genre alarme et tout, machin. On y va, on est prêt, tu vois. Genre, comment on fait, tu vois. Alors, let's go, vas-y. Donc, il envoie, je crois, c'était tout petit, je crois qu'il voulait acheter, genre. Alors, c'était tout petit. À l'époque, c'était tout petit. Imaginons, il voulait acheter, je sais pas, 2 bitcoins qui valaient 4 000 $ à l'époque ou un truc comme ça, tu vois, genre ça vaut 80 000 aujourd'hui. Mais tu vois, il voulait acheter, je sais pas, 1 bitcoin ou 2 bitcoins ou un truc comme ça, tu vois. Et mon associé, il lui donne un prix dans le chat. Le mec, il dit donne. Nous, on dit donne. C'est comme ça que ça marche dans un desk de trading, que ce soit en salle de marché ou des boîtes comme ça, tu vois. Alors, on dit donne, c'est bon, le deal est donne. Moi, je fais la confirmation de trade. On envoie. Donc, nous, le process, il est simple. C'est que on reçoit les fonds. On achète les cryptos à un prix et on revend plus cher. Donc, quand je fais mon prix, pour te vendre, je vais voir à combien j'achète, j'ajoute une marge et je vends. C'est comme ça que ça marche un desk de trading.
Et il se trouve que, tu vois, donc après 6 mois d'ouvrir un compte, 2 mois d'onboarder un client, 3 semaines d'attendre que le mec nous envoie un ordre, on se rend compte qu'on a pricé à l'envers. Donc en fait, le premier trade historique de la boîte, il est à perte. Et voilà, et c'est la vie, tu vois. Genre. Et on a beaucoup rigolé. On en reparle encore aujourd'hui. Mais après tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pu commencer à travailler, on s'est rendu compte qu'on était bon, que mon associé notamment était très très fort pour closer des gens et les convaincre de bosser avec nous. Et on a trouvé plein de gens pour bosser avec nous. Tu vois, il y avait plusieurs centaines de contreparties qui sont des contreparties qui t'envoient des volumes d'ordre, enfin des volumes de trading qui sont gigantesques, tu vois. Mais c'est quoi l'intérêt pour eux à l'époque de pas acheter directement le Bitcoin? C'est pas possible? Parce qu'il y a des quantités où si tu le fais sur une plateforme et que t'as pas des algorithmes pour le faire, tu vas exploser le prix. Ok. D'accord. On va pas rentrer dans des détails d'order book et de liquidité et de machin, mais globalement, tu as un prix sur une plateforme de trading. Si tu viens acheter une quantité raisonnable, entre guillemets, je dirais pour ta conso perso, tu vois, genre, mais si tu viens acheter une petite quantité, ça va pas beaucoup faire bouger le prix. Si tu viens acheter un énorme steak, ça va exploser ce qu'on appelle le carnet d'ordre, qui est tous les ordres, si toi t'achètes, il y a tous les ordres de vente qui sont en attente. Et le prix, du coup, bah, il baisse parce qu'il y a des algorithmes qui sont en train de placer ces ordres pour faire en sorte qu'il y ait toujours, constamment, du volume de trading. Parce que le pire truc qui peut arriver à un actif, c'est qu'il n'y ait pas de liquidité, qu'il n'y ait pas de volume, quoi, tu vois, genre. Ça fait que si t'achètes, t'es bloqué. Si t'achètes et que t'es bloqué, du coup, t'achètes pas, en fait, tu vois, genre, parce que t'as peur. Ok. Donc, il faut qu'il y ait constamment la liquidité, constamment du flux. Donc, nous, notre job, c'était de fournir ce flux. Et donc, on peut le fournir en direct avec quelqu'un qui sont de bord chez nous sur nos plateformes nos messageries à nous, ce qui est le métier de broker, mais même de la finance traditionnelle, hein. C'est pas un truc de crypto, c'est un truc de finance, quoi. Et effectivement, donc si t'as pas la techno qui te permet d'acheter intelligemment sur les plateformes de trading, t'as besoin de passer par un intermédiaire comme ça, quoi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est juste que parfois, tu vois, t'as une relation de confiance. Et donc, tu préfères travailler avec quelqu'un que tu connais, en qui t'as confiance, qui est une boîte française, qu'une plateforme qui est basée en Turquie, tu vois, par exemple, ou en Corée, ou machin, où tu connais pas trop et tout. Là, voilà, t'as des Français avec une boîte française, ils ont fait des études en France, ils ont créé une association pour le développement de l'écosystème en France. Enfin, tu vois, il y a un sujet de confiance, quoi. Donc, il y a les deux trucs. Il y a un sujet où c'est plus intéressant financièrement. Le deuxième, c'est qu'il y avait, comme c'était le début, il y avait un sujet de confiance très important, quoi. Et c'était dur de recruter? Les clients? Non. Les équipes? Ouais. Parce que du coup, c'était un truc un peu nouveau, non? On a mis du temps. On a mis un peu de temps déjà, parce qu'on est resté à 3 pendant longtemps. Ensuite, on a une personne qui nous a rejoint, mais qui était plutôt un associé qu'une recrue. Donc là, on était 4 pendant longtemps. Ensuite, on a pris une personne, tu vois, pour nous aider, un junior. Mais donc non, c'était pas très dur. Pourquoi? Parce que les cryptos, c'était un peu sexy. Les gens, ils kiffaient les cryptos, tu vois. Alors, tout le monde voulait travailler là-dedans. Donc, on recevait plein de types de profils différents, des jeunes, des seniors, des managers, des opérationnels. Dès qu'on mettait des annonces, en vrai, on recevait des profils, quoi. Et, ok. Pas trop de galères, parce que du coup, 4 co-founders, quand même, c'est beaucoup, non? Pas trop de galères à gérer ça Non, quand t'as 4 personnes qui sont sur le même. On avait chacun notre truc. Ok. On avait vraiment chacun notre truc. On avait quelqu'un qui développait l'algo qui allait venir, je te racontais juste avant, là, sur les plateformes, etc. On avait quelqu'un qui gérait le flux avec les clients qu'on avait en direct, Charlie qui était le CEO, et moi qui gérais tout ce qui n'était pas du trading à proprement parler, quoi. Donc tout ce qui se passe avant ou après le trading, tout ce qui est les opérations quotidiennes de la boîte, les trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc on était bien, je crois qu'on est monté à 15 ou 20 salariés au max à un moment. Des gens trop cool, il y avait une bonne ambiance, on était contents. Vous avez pas levé? On n'a pas fait les levées que tu vois dans les médias en mode machin lève 10 millions, machin lève 5 millions, etc. Ça, on n'a pas fait. On a fait une toute petite levée au début, qui était même pas parce qu'on avait besoin d'argent, mais parce que, en gros, donc c'était avec le fonds d'investissement dont je te parlais tout à l'heure. C'est qu'après, en fait, on pouvait dire qu'on avait levé avec eux, à nos clients. Ok. L'argent nous a pas servi à grand chose, on s'est pas payé, c'était vraiment un tout petit montant. Ça n'a pas servi à nous payer de salaire. On gagnait déjà un peu d'argent, on avait déjà un peu de chiffre d'affaires. Donc ça n'a pas vraiment servi à, tu vois, genre. Mais en revanche, parce que le seul truc qu'il fallait qu'on fasse en fait pour grossir, c'est juste parler à plus de monde, tu vois. Genre. Et l'argent qu'on venait de lever ne nous permettait pas de recruter un sales. Et surtout, on n'avait pas envie. On venait de commencer, tu recrutes pas des gens quand tu viens de commencer, tu vois. Genre. Mais du coup, on a acheté cette caution de dire, on a levé des fonds avec telle boîte et telle boîte, qui sont les leaders de leur secteur, donc vous pouvez nous faire confiance, quoi. C'est le seul argent qu'on ait levé. Ok.
Et l'aventure Wharton, elle se termine. Bon, Ouais. tu dis, j'ai fait le tour, je suis chaud d'aller Ouais. voir ailleurs. En gros, au bout d'un moment, j'en ai marre des cryptos en fait. J'en ai marre des cryptos, j'en ai marre du trading. J'ai quand même vécu un peu mon rêve, tu vois. Genre, moi, je voulais bosser en salle de marché. Bah, en fait, au bout d'un moment, Ouais, dans un sens, ouais. j'avais ma propre salle de marché, j'avais mon propre desk de trading, et c'était trop Ça, bien. ouais, Tu c'est vois. vrai. Bah ouais. En fait, ouais. C'était notre boîte, tu vois. Genre, c'était notre boîte. On avait notre propre desk de trading, quoi. Tu vois. Genre. Et donc, c'était génial, tu vois. Genre, c'était trop bien. On a voyagé, on a fait plein de trucs trop marrants. On a ri tous les jours avec mes associés. On riait tous les jours parce que c'était mes amis, tu vois. Et au bout d'un moment, effectivement, moi, je décide de partir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver un deal qui me permet de racheter mes parts et en même temps de faire que la boîte continue. Tu vois. Donc moi, j'ai décidé de partir. Il y en a qui sont restés et qui continuent de développer la boîte. Et on a trouvé un deal avec un de nos... C'était notre premier fournisseur slash client. Parce que dans ce métier, parfois tu te fournis chez quelqu'un, parfois... En gros, je peux t'acheter des trucs, je peux te vendre des trucs en fonction de quoi j'ai besoin, tu vois. Genre. Donc c'est une relation un peu spéciale où parfois c'est ton client, parfois c'est ton fournisseur. Bon. Et donc voilà, c'était la première boîte, c'est notre premier fournisseur slash client qui nous a qui m'a permis moi du coup de partir et de continuer. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand même en parallèle de ça, on a organisé des meet-up, encore une fois dans le cadre de l'association, pour faire se rencontrer les gens, ça nous permettait à nous de trouver des clients, etc. Bah du coup, ces meet-ups sont devenus une entreprise qui s'appelle la Paris Blockchain Week, qui rassemble à peu près 10 000 personnes par an au Louvre autour pour tous les professionnels de la blockchain et de la crypto du monde, quoi, tu vois. Il y a plein de gens d'Européens, d'Américains, d'Amérique latine, Middle East, Asie et tout. Et ça, c'est un truc qu'on faisait en parallèle de la boîte de trading, tu vois. Et donc en vrai, quand on était au top, vraiment, j'étais très très content, quoi. J'étais très très heureux, tu vois. Genre, on avait 2 boîtes qui marchaient très bien, des salariés dans les 2, des thèmes trop cool dans les 2. Moi, j'apprenais des trucs dans les 2. Et effectivement, donc là, je me suis lassé des cryptos, en fait. Je me suis lassé de la blockchain et des cryptos et du sujet. Et je me suis dit que voilà, peut-être c'était le moment de passer à autre chose, quoi. Parce que quand tu revends, quand tu sors et tout, bah, j'imagine qu'à ce moment-là, tu as assez d'argent pour vivre confortablement. Oui. Genre qu'à partir de ce moment-là, l'argent, c'est plus un problème. Un beau deal, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais, il y a plein de gens qui, surtout sur les réseaux, beaucoup de trucs de liberté financière, rêver de la liberté financière, trucs, machin, et tout, c'est un peu des buzzwords qui sont utilisés un peu partout. Bah. Voit qu'on atteint ce stade-là, on se dit quoi? On se dit, bon, bah voilà, ça c'était un jeu, j'ai un peu gagné, qu'est-ce qui se passe là? Je me fais chier. Ouais. Est-ce que là, maintenant, en fait, c'est trop cool, je peux faire ce que je veux? Ou putain, en fait, tu me fais chier, genre, qu'est-ce que tu dis? Alors déjà, c'est pas une somme. C'est pas un chiffre public, hein, donc j'ai pas le droit de le donner. Mais donc, c'est pas une somme gigantesque. Hein, faut pas s'imaginer que c'est 100 millions, 30 millions et tout machin. Voilà, ça, c'est une somme qui fait plaisir de fou, tu vois, genre, qui permet de me sécuriser. Mais voilà, c'est pas gigantesque non plus. Mais donc c'est le premier truc. Mais donc deuxième truc, en fait, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, plus personne te parle. Alors, je parle à mes amis, tu vois, genre. Mais tu passes de avant une journée de travail où tu as dans une boîte 20 salariés, dans l'autre il y avait 30 peut-être, tu vois, genre. Donc des gens constamment qui te demandent des choses, qui te demandent de valider des choses, qui te demandent ton avis, qui te demandent où est-ce qu'on en est, qui te demandent avec qui tu travailles en fait, tu vois, genre avec qui tu parles du matin au soir tous les jours. Du coup ça s'arrête. Donc en fait, je passe d'une journée où je suis constamment sur WhatsApp à répondre à machin à enfin, tu vois, je parle à mes potes, mais la vérité, c'est que on parle pas tant que ça à ses potes non plus, parce que tes potes, ils sont au travail, tu vois, genre. Donc tu leur parles de temps en temps, tu vois, genre, mais... Donc en fait, une journée, c'est long quand même. Une journée quand t'as rien à faire, c'est long. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup rien faire. Donc là, plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, après la salle de marché, j'ai rien fait pendant 7 mois, tu vois, avant les cryptos, etc. Le e-commerce, ça avait pas duré longtemps. Le chatbot, ça a duré 2 semaines, tu vois. Alors, donc, globalement, j'avais de août au crypto, février. J'ai pas fait grand chose, mais c'était mon max. J'avais besoin de faire quelque chose. Mais là, c'était à peu près pareil. Je me suis lancé dans un truc de vas-y, je fais rien, tu vois. J'avais un chien. Donc voilà, je balade ma chaîne, je joue avec elle et tout, tu vois, genre. Je regarde des films, je me repose. Je crois que j'ai commencé vraiment à rien faire un peu avant l'été, donc il commence à faire beau. Donc voilà, donc j'ai vraiment rien fait de rien. Sauf que effectivement, il y a un moment où c'est dur de rien faire pendant très très longtemps, quoi. Tu vois, genre il y a un moment où tu as besoin de faire des trucs. Et en fait, je me suis juste remis dans mon process que j'avais fait en 2016. J'ai commencé à tenter des trucs. En revanche, ce que je savais, c'est que j'avais des nouvelles compétences, des nouveaux skills. J'avais une histoire à raconter qui était intéressante. Donc quand j'arrive devant quelqu'un, tu vois, je peux lui dire ce que j'ai fait et tout, et ça m'aide à enclencher une discussion, ça l'aide lui à comprendre ce que je peux faire et ce qu'on peut faire ensemble.
Et donc je refais la même chose, à savoir, je tente un peu tout et n'importe quoi. Et donc, par exemple, j'avais racheté un site qui fait du recrutement de gardiens de château. Voilà. Je me suis dit, je vais faire ça, tu vois. Ça a l'air marrant. Bon, ça n'a pas duré longtemps. J'ai toujours le site, je sais pas comment faire. Après, j'avais un. Ouais, oui, bien sûr. Ça s'appelle France Gardiennage Propriété. Voilà. Vous allez sur le site, c'est Bibi. Et voilà, donc j'ai fait des missions de recrutement de gardiens de château. Ça te fait rire. C'est exceptionnel quand Ouais, même. bah, j'ai tenté, mais ça m'a saoulé en fait. Ça, au bout d'un c'est moment. full exclu ça par contre. Là c'est très c'est ouf. Ouais. Ok, exceptionnel. Après, j'ai racheté un site qui faisait c'est un site e-commerce parce que je me dis, voilà, je vais reprendre l'e-commerce, vu que j'avais bien aimé à l'époque. Ouais. Je le refais et tout. Donc, j'ai acheté un site où c'était des produits pour bébés qui étaient produits par des coopératives de femmes, genre au Kenya, en Colombie et en Inde. Je trouve ça sympa. La vérité, c'est que c'est quand même pas du tout écolo, tu vois, genre c'est vraiment des produits que tu achètes très très loin Ouais. pour faire venir en France. Mais le truc qui est cool, c'est que c'est vraiment, tu vois, par exemple, la meuf en Colombie qui fait des espèces d'oiseaux en bois que tu mets dans la chambre de tes enfants, etc. Bah, elle vit de ça, tu vois, genre, et en gros, elles ont une espèce de, je te dis, de coopérative. Elles font 10 000 produits par an et ça leur permet qui sont achetés 4 000 par la meuf qui gérait le site avant que je le rachète et le reste par une meuf aux US. Elle avait 2 clientes et ça permettait de faire vivre une espèce de communauté de, je sais pas, 10 ou 15 personnes en Colombie, tu vois. Donc je trouvais ça intéressant quand même, tu vois. Je trouvais ça cool. Et sauf que, donc je rachète le truc, la meuf me dit, bah voilà, il y a du stock, il y a 8 mètres cubes de stock, je le fais livrer chez vous. Je dis, ouais, vous inquiétez pas et tout. Et là, en fait, quand le camion il est arrivé, ça m'a dead en fait, parce que du coup j'ai du stock de produits chez moi, je sais pas quoi en faire. Le truc, j'ai arrêté de bosser dessus, tu vois. Genre, je fais rien avec, tu vois. Donc si ça intéresse quelqu'un de bosser dessus, bah vraiment n'hésitez pas, contactez-moi. Mais voilà, je sais pas quoi en faire, donc j'ai des oiseaux en bois chez moi, j'ai des peluches, j'ai des couettes, des plaids. Tu es encore là? Bien sûr. Exceptionnel. J'ai rien fait, j'ai rien vendu. Exceptionnel. Et voilà, mais il y avait trop de travail, tu vois. Genre, et voilà. Mais voilà, c'est un process qui a été long, mais qui m'a. Ou voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, tu vois. Alors, en vrai, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et j'avais oublié, entre guillemets, mais ou en tout cas, je pensais pas que c'était possible. Mais en gros, j'avais juste oublié que, en vrai, le seul truc qui me fait kiffer, c'est les médias, je sais pas, c'est l'humour, c'est le stand-up, c'est la création de contenu, les films, les séries, les comédies musicales, les documents. C'est ça qui me fait kiffer, en fait, tu vois. Et donc voilà, donc en parallèle de mes 2 activités là que j'essayais de gérer, je voulais pas que ce soit full-time. Tu vois, les 2 sites là, je voulais que ce soit juste un truc que je fais un peu de temps en temps. Au final, je fais rien, mais c'est pas grave. Mais donc, en parallèle de ces trucs-là, je commence à réfléchir comment je fais et tout. Et donc, je reprends contact avec les quelques personnes que je connais qui sont dans les médias, qui sont 2 gars que j'adore, qui s'appellent Tariq et John, qui sont auteurs, en fait, pour des humoristes. Et donc, moi, tu vois, mon rêve, c'est juste de traîner avec des mecs comme ça. Je veux même pas bosser avec eux, tu vois. Je veux juste être avec eux au café et tout. Voilà. Ouais, voilà. Je vais être avec eux au café et qu'ils me racontent leur vie, tu vois. C'était vraiment juste ça mon rêve, tu vois. Et au final, eux, ils avaient un projet de faire une espèce de show autour de la crypto. Je leur ai dit, mais en vrai, pourquoi on fait autour de la crypto? Ça peut être autour de n'importe quoi, en fait. Tu veux juste trouver des marques qui vont bosser avec toi. Ouais. Mais tu vois, tu veux juste trouver des marques qui vont bosser avec toi. Ils me disent, bah ouais. Et donc, du coup, on a essayé doucement on n'est pas allé très loin. En gros, de monter une espèce d'agence qui met en relation des humoristes avec des marques, tu vois. Et voilà, on avait tourné un petit podcast d'ailleurs, il y a quelques épisodes, ça s'appelle Ovation, Ovation Podcast sur YouTube, où on fait venir un chef d'entreprise et un humoriste, on les fait discuter, on trouvait ça marrant. Mais du coup, c'est avec eux que je commence à bosser un peu dans les médias, quoi, tu vois. Et je fais pas grand chose, mais ça commence à me mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, il y a Jocariz, que tu connais, qui est un copain d'école, qui a eu en fait un peu le même parcours que moi. C'est-à-dire qu'il a bossé, ça l'a saoulé. Alors lui, il a mis plus longtemps, c'est-à-dire qu'il a mis 7 ans. Mais voilà, où il était VP chez Goldman. C'est un peu plus longtemps. Mais voilà, VP chez Goldman, où il fait un burn-out, ça le saoule, il part, il devient streamer. Les streams de jeux vidéo, les streams deviennent des discussions avec ses abonnés, ces discussions avec ses abonnés deviennent des vidéos, qui deviennent ensuite un podcast, qui est un des plus gros podcasts carrière de France, tu vois, genre. Donc, parcours magnifique. Et de l'autre côté, et un autre pote à nous qui s'appelle Pierre, lui, pareil, il a eu la même chose, où après l'école, il a rejoint un entrepreneur pour monter des boîtes avec lui. Et il a fait ça 7 ans, et au bout de 7 ans, il s'est barré en se demandant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois, genre. Et en fait, on s'est retrouvés tous les 3, vraiment même moment, à peu près même mindset. Moi, j'avais repris contact avec Pierre, je lui avais proposé de bosser sur mon truc de gardiennage. J'ai essayé de le refiler à tout le monde. Je suis pas réussi. D'ailleurs, les gars, si vous voulez, je vous laisse gérer l'émission. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Mais
Donc ouais, et on se retrouve au même moment, donc je discute avec lui, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire et tout machin. Et en fait, lui il commence à bosser avec Marc sur sa chaîne. On discute tous les trois et en fait l'idée vient un peu naturellement de dire nous c'est bon, on a trouvé notre truc, on veut bosser dans ce secteur qui est la création de contenu, les médias. Moi je leur dis les gars, l'outil le plus puissant pour structurer un écosystème, pour rencontrer des gens, bah, c'est évidemment, tu connaissais les podcasts, mais c'est surtout, enfin également les events. Physiques. Ouais, les rencontres physiques quand même. Les events également, exactement. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que ça a lancé, mais tu vois, mais c'était un process qui était très très long, tu vois. Mais du coup, ça a lancé le process de la Paris Creator Week où t'as été avec nous, où tu as vu le salon et à quoi ça ressemblait, tu vois, genre. Voilà, c'est la première édition, on espère qu'on fera mieux l'an prochain. Mais voilà, tu vois, c'est quand même assez décousu au final, quoi. Ouais. C'est fou parce que, en fait, déjà, un premier truc que je dirais, ce qui est important, c'est vraiment, en fait, tu as eu des temps de reset. Oui, je m'en parce rendais pas compte sur le moment, mais ouais, en fait, ouais. mais en fait, tu vois, je pense que si on regarde un peu tout ce que tu as fait et tout, tu sais, les gens, ils sont toujours très pressés. Genre là, tu as le diplôme, après, il faut taffer Ouais, et tout. ouais. Et après, bon, enfin, bien sûr, il y a des gens qui ont des conditions plus compliquées que d'autres et tout, et chacun a sa vie, Ouais, chacun a ses trucs et tout. Mais je pense quand même qu'objectivement, je pense que ça devrait être un truc qu'on met plus en avant, ce truc de la vie, elle est longue. Genre, il va s'en Exactement. passer des trucs. Exactement. Donc, franchement, prendre peut-être 6 mois, 3 mois, un truc où, franchement, juste chill. Ouais. Genre, ok, tu sais, t'as pas toujours besoin de produire de la valeur, t'as pas de truc. Chill et tente des trucs. Et surtout, enfin, chill, ok, chill. Et au bout d'un moment, essaye de tenter des petits trucs à droite, à gauche. Parce qu'en fait, c'est vraiment un des trucs, je crois, qu'on peut ressortir aussi de toi. J'attrape comme ça. Vraiment, ce truc de tenter des petits trucs, en fait. Ouais. Genre, on se prend pas la tête. Ouais. Tu sais, gardinage. Voilà, on tente. On est là Ouais. tranquillou. On tente des petits trucs à droite, à gauche. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ça marche pas. On essaye. Les gens qui nous font kiffer, on essaye de traîner avec eux. Trucs qui nous font kiffer et tout. Et en fait, de fil en aiguille, si on a toujours cette volonté de faire des trucs, en fait, c'est un peu comme si c'était un peu magique dans le sens où ça va se finir un peu tout seul, quoi. Oui. Genre, en fait, la route, elle va se tracer. Tu le vois pas venir. Ouais, en fait, la route, elle va se tracer Ouais, pendant ouais. que tu vis le truc. C'est juste, en fait, ce qui est vraiment important, c'est comment tu taffes sur tes intentions à toi. Ouais. C'est quoi tes intentions? Et Ça, c'est ça, vraiment c'est le dur. truc qu'on peut ressortir. Ça c'est dur. En fait, le truc, mais t'as donné la solution, c'est qu'à dire, si tu prends du temps pour toi, les réponses elles vont venir. Tu vois, genre, par exemple, moi je fais un truc que je crois qu'il y a des gens, vous allez me dire là tous les trois ce que vous en pensez, mais est-ce que là est-ce que vous êtes déjà parti tout seul en vacances? Tout seul. 2 semaines, une semaine. Tout seul. Ouais, l'auberge de jeunesse, ça compte ou pas? Bah ouais. Ah ouais, bah oui, good alors. T'es parti tout seul. T'avais pas d'amis quand t'es parti. Non, je suis parti. Ah oui, ça par contre, truc, tu vas tout seul et tout? Oui, ça, ouais. Du coup, j'ai fait un auberge de jeunesse à Lille. À Lille. Ouais, j'étais à Lille. Parce qu'en fait, je cherchais un appart C'est étudiant. 100% ma cam. Ouais. Non, mais ce j'étais projet-là, je te dis, c'est 100% Ouais, ma les gars, cam. auberge Donc ça, de- je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Moi, j'adore. Ah, moi aussi, j'adore. C'est là où Ça, j'ai fait des rencontres de ouf. Moi, je l'ai fait. Donc, j'étais parti 2 semaines à Barcelone, 2 semaines au Portugal. Après, l'année d'après, j'étais parti 2 semaines en Croatie. 2 semaines compliquées. Tu sais, c'est une ville de fête. T'arrives tout seul et tout. C'est pas simple, tu vois. Après, j'ai fait 2 semaines en Grèce. Tout le monde en Grèce va genre dans les îles et tout, tu vois, genre les Paros et compagnie. Moi, j'étais 2 semaines à Athènes, tu vois, genre dans la ville, quoi, tu vois. Et en fait, je sais que j'ai eu des idées pendant ces trucs, tu vois, là. Et j'avais notamment ce plan de pas travailler, de pas lancer de projet, mais d'avoir plein de petites activités qui vont me permettre de gagner un peu d'argent et de surtout me challenger un peu intellectuellement. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue d'acheter les sites et tout et les machins, tu vois. Donc ça a servi à rien, mais c'est pas grave, tu vois. Genre. L'idée elle est venue parce que j'étais tout seul. Et parce que j'avais du temps, et parce que j'étais pas en train de chercher le prochain truc, tu vois. J'étais vraiment en train de, moi, je me balade, machin, tu vois, genre. Donc après, j'ai fait la même chose chez moi. Quand je suis rentré chez moi, j'étais tout seul, en fait, puisque tous mes amis travaillent. Donc la journée, voilà. Et puis tu peux leur parler, mais bon, au bout d'un moment, ça les saoule quand même. Donc voilà, donc je passe pas mal de temps tout seul, et effectivement, je prends le temps, tu vois, genre. Voilà. Ouais, vraiment, en fait, prendre le temps, ultra important, quoi. On n'en parle pas assez, c'est vraiment dommage, mais c'est franchement top. Franchement, après, du coup, tout ce que t'as fait et tout. Du coup, il y a la. Putain, du coup, j'ai dit, Hugo va me tuer. Non, mais les gars, reprenez-moi si je dis du coup, en vrai. Je crois qu'on n'est plus à ça après, là. Genre, en vrai, on s'en branle, là. Ok, bah merci. C'est long, hein. Ouais. Enlever l'éthique de langage, c'est très très long. C'est vraiment. En fait, c'est un vrai effort. Ouais, vraiment, c'est vraiment un vrai effort conscient. Et tout, s'il y avait Hugo, là, il m'aurait me cassé la gueule. Ok, du coup, truc et du coup, ok. Là, maintenant, c'est quoi le. Continue sur Paris Creator Week, full dédié à ça, ou tu te dis peut-être à un moment, tu sais, vu que tu kiffes ce truc des films et séries, trucs et tout, peut-être produire toi-même des films, des séries, des trucs, production de façon générale. Ouais. Donc là, je pourrais pas cette année parce que Non. ça me prend beaucoup trop de temps.
la Paris Creator Week. Je pourrais pas cette année. Je pourrais pas cette année produire un vrai truc. Alors j'ai pas les compétences puisque je l'ai jamais fait. Et deux, enfin je ne sais pas comment faire. Déjà de base. J'ai une idée parce que tu vois la Paris Creator Week, il y a des gens du métier et tout machin. Mais je ne sais pas comment faire. Tu vois, donc je partirais de très loin, ça me prendrait beaucoup de temps. Donc la Paris Creator Week, ça va me prendre beaucoup de temps cette année. Ce que je pourrais faire, ce que je sais que je peux faire, que je vais peut-être faire, c'est créer du contenu chill quoi. Tu vois, je pourrais refaire, je pourrais refaire du podcast. Je pourrais refaire peut-être du contenu court, un peu facile, où il n'y a pas beaucoup de prod, tu vois, il n'y a pas besoin de beaucoup de prod. Ça, oui, ça, il faut que je le fasse pour une raison très simple qui est que je peux pas vouloir travailler dans ce secteur et dire à tout le monde venez à mon événement sur la création de contenu et pas moi toucher un peu ce truc, tu vois. Donc je suis obligé. Et j'ai envie surtout, mais tu vois, genre, c'est important. Donc il y a ça. Je vais être full time sur la conf. Là, mon but, c'est en décembre prochain de fournir la meilleure expérience possible à tous les gens qui vont venir à cet événement, tu vois, qui sont des professionnels de la création de contenu. Et après, j'ai pas la réponse, tu vois. Ce qui est certain, c'est que l'an dernier, je connaissais personne à la même date. Je connaissais personne dans les médias. Aujourd'hui, j'étais en rendez-vous. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec à peu près des gens de presque toutes les chaînes de télé. Dans les 3 dernières semaines, on a fait des calls et des rendez-vous avec toutes les plateformes de distribution de contenu, donc les TikTok, les Netflix, Prime, enfin Amazon, Prime Video, etc. Je suis en direct avec des créateurs de contenu, des petits, des gros, des moyens, des TikTok, tout, tu vois, genre. Et je rencontre également des nouveaux gens qui sont des producteurs de films, des producteurs de ciné, etc. L'an dernier, je connaissais 2 gars qui écrivent des sketchs pour des humoristes. Donc tu vois, ça s'est fait en 1 an. Le hack ultime, encore une fois, c'est contenu, podcast, event, rencontre. En fait, c'est saucer les gens. Tu vois, genre, si on vient à la base de la base, je crois que la base de la base, c'est l'ego et saucer les gens. Puisque tu invites quelqu'un à un déj avec toi, il va dire sorry, pas le temps. Tu l'invites à être speaker à ton event, il dit oui, je viens à quelle heure alors, non mais tu vois, genre, j'étais un peu méchant, c'est pas vraiment de l'ego, c'est juste que voilà, les gens ils ont besoin de faire valoir ce qu'ils font à une communauté qui est sélectionnée de professionnels, quoi, tu vois, genre. Donc c'est à ça que ça sert les events et il y en a plein dans plein d'industries différentes, tu vois, genre. Mais je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, ce que je sais, c'est que je commence à avoir doucement les armes qui vont me permettre de bosser dans ce secteur, quoi. Voilà. Ok. Et ça, une petite question, je pense que du coup ce sera la dernière. Non, pas la dernière, l'avant-dernière. En fait, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est d'organiser un événement comme la Paris Creator Week quand on commence de zéro, qu'on a vendu les places, trucs et tout. La pression, bon, toi, du coup, on sait que Zen Master, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Mais vous n'étiez pas vraiment dans le milieu, ça veut dire qu'il faut rencontrer les youtubeurs parce que vous avez quand même réussi à ramener des gros noms. Ouais. Comment on fait pour rentrer en contact avec des gens qui ont des gros chaînes YouTube comme ça, qui font partie un peu de. Donc, comment on rentre en contact avec eux, c'est ça la question. Il te faut un projet qui les dépasse, d'accord, et qui va leur apporter quelque chose, idéalement. Tu vois, nous, on les contacte, on n'est pas en train de leur demander quelque chose. Alors oui, on leur demande de venir parler, mais on leur demande de venir parler à une communauté de professionnels, de marques, d'annonceurs, qui sont les gens avec qui ils parlent au quotidien, tu vois. Genre, donc n'importe quel créateur de contenu, aujourd'hui, il a besoin de trouver des nouveaux partenaires pour financer ce qu'il fait, des nouveaux modèles de rémunération. Et tout ça, c'est des sujets et c'est des gens qui sont à la Paris Creator Week. Tu vois. Ça, c'est le premier truc. Donc, il faut leur proposer quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Et donc, le piège, c'est souvent de penser que le truc que tu as en tête, c'est ultra utile pour la personne. La vérité, c'est que souvent, non. Donc, il faut un peu plus se casser la tête, il faut un peu plus soulever les cailloux, un peu plus réfléchir pour trouver vraiment de quoi il a vraiment besoin. Tu vois. Donc, l'idéal, c'est de lui parler et de lui demander. Ensuite, tu lui donnes. Voilà. Ça, c'est facile. Mais effectivement, avant de lui parler, il faut choper le mail et le machin. Donc, ensuite, comment tu les contactes? Il faut... Nous, c'est ce qu'on a toujours fait. Il faut monter d'intro en intro et de machin. Tu vois. Alors, donc, il faut demander à quelqu'un de t'intro, quelqu'un qui a confiance en toi, mais du coup, quelqu'un qui vient avec la bonne proposition de valeur. Exemple, si tu viens et que tu me demandes le mail de l'équipe de MrBeast, je t'aime, mais tu vois, genre, je t'aime, mais tu vois, je sais que ce que tu vas leur proposer, ça va pas forcément les intéresser, tu vois, alors, tu vois, ce que tu proposes, ça va intéresser des entrepreneurs, des créateurs de contenu français, etc., tu vois.
Mais l'équipe de MrBeast, ils sont dans un autre game, tu vois. Là. Donc, par contre, si tu me demandes un autre créateur un peu plus proche de nous, on va dire, tu vois, genre, là oui, ça c'est possible, tu vois. Alors ça, c'est des trucs qu'on peut faire parce que je sais que je te fais confiance pour pas me faire de la merde quand tu vas lui parler, tu vois, genre, globalement. Je te fais confiance et je sais que tu vas proposer un truc qui va être intéressant et qui va marcher pour lui, tu vois. Donc voilà, c'est un arbitrage un peu dur à trouver. Mais du coup, nous, quand on arrive avec le projet Paris Creator Week et qu'on veut parler à l'équipe de MrBeast, bah, ils sont chauds. Tu vois, alors pourquoi? Parce que c'est un gros truc avec tout l'écosystème français. MrBeast, il a des viewers en France, il vend des produits en France, le chocolat, le machin. Voilà, il bosse avec des créateurs français. Donc eux, ça les intéresse. Voilà, là on sait que ça les intéresse. Du coup, la personne qui nous a fait le passe-plat, elle l'a fait, elle savait qu'elle pouvait être sereine quand nous on est arrivé dans le call avec la week. Elle savait qu'on allait le respecter, on allait lui proposer quelque chose d'intéressant, on n'allait pas être des guignols, tu vois genre. Donc il y a ce truc-là. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour contacter des gros créateurs et des grosses boîtes et des machins? Écoute, on passe d'intro en intro. Là, jusqu'à délivrer la première édition. Là, on est sur la deuxième édition, donc on a juste entre guillemets à dire, bah ça c'est nous. Ça c'est nous. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on discute? Oui ou non, tu vois là. Si vous êtes hors champ, que c'est pas votre secteur, que ça vous intéresse pas, fair enough. Si ça vous intéresse, ben voilà ce qu'on a fait et venez en discuter. Et là ça marche parce que du coup on a débloqué un peu le truc. Voilà. Ok. Dernière question, c'est la question que je pose toujours à la fin du podcast. En tout cas, ça s'appelle le prix du rêve. Une petite question un peu stylée, un peu en mode philosophique. Ça t'a coûté quoi de rêver? Du temps. Du temps. C'est le seul truc, je pense, parce que si on dit que mon rêve c'est de faire un jour un vrai film, ou que mon rêve c'est de faire une série, ça va juste me prendre beaucoup de temps, quoi. Voilà. Ok. Très terre à terre. Très pragmatique. En fait, genre tout est faisable avec du temps, quoi, en vrai. Ouais. Ok. Bah écoute, trop cool. Bah écoute, je pense c'est good. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup d'être venu. C'était masterclass. Trop cool. Bah merci beaucoup, gars. Vas-y.